Et bonjour et bienvenue dans ce petit coin lecture. Aujourd'hui, je vais lire Harry Potter et la Chambre des Secrets, le tome 2, avec deux autres personnes, Vlad, qui a la particularité d'être arachnophobe, et Oui, Mollusque, bonjour. qui a la particularité d'être ophiophobe. Ils vont donc s'amuser. Ah, score. Voilà. Nous allons donc pouvoir commencer. Chapitre 1, un très mauvais anniversaire. Arrive tous les jours. Yay. Ce n'était pas la première fois qu'une dispute éclatait au petit déjeuner dans la maison du Cadre Private Drive. Monsieur Vernon Dursley avait été réveillé à l'aube par un ululement sonore qui provenait de la chambre de son neveu Harry. C'est la troisième fois cette semaine, hurlait-il. Si tu n'es pas capable de surveiller cette chouette, il faudra qu'elle s'en aille. Harry tenta une fois de plus d'expliquer ce qui se passait. Elle s'ennuie, dit-il. Elle a l'habitude d'aller voler un peu partout. Si je pouvais au moins la laisser sortir la nuit. Tu me prends pour un imbécile? Ricana l'oncle Vernon, un morceau de jaune d'œuf accroché dans sa grosse moustache touffue. Moi, Je je suis sais d'accord. bien ce qui arrivera si on laisse sortir cette chouette. Il échangea un regard sombre avec Pétunia, son épouse. Harry essaya de répondre quelque chose, mais un rot bruyant et prolongé étouffa ses paroles. C'était Dudley, le fils des Dursley. Je veux encore du lard, dit celui-ci. Il y en a dans la poêle, mon trésor adoré, dit la tante Pétunia en tournant un regard embué vers son énorme fils. Il faut qu'on te donne à manger pendant qu'il en est encore temps. Cette cantine du collège ne me dit rien qui vaille. Allons, Pétunia, c'est absurde. Je n'ai jamais souffert de la faim quand moi-même j'étais au collège de Smelting, dit l'oncle Vernon d'un ton convaincu. Tu as assez à manger là-bas, n'est-ce pas, fiston? Dudley, qui était si gras que son derrière débordait de chaque côté de sa chaise, eut un sourire et se tourna vers Harry. Passe-moi la poêle, dit-il. Tu as oublié de prononcer le mot magique, répliqua Harry Potter avec mauvaise humeur. Cette simple phrase produisit un effet stupéfiant sur le reste de la famille. Dudley poussa un cri étouffé et tomba de sa chaise dans un grand fracas qui ébranla toute la cuisine. Madame Dursley laissa échapper un petit cri et plaqua ses mains contre sa bouche. Quant à Monsieur Dursley, il se leva d'un bond. Les veines de ses tempes battaient sous l'effet de la fureur. Je veux simplement dire, s'il te plaît, précisa Harry d'un ton précipité. Je ne pensais pas du tout à... Qu'est-ce que je t'ai dit? Tempesta son oncle, en projetant sur la table un nuage de postillons. Je ne veux pas qu'on prononce ce mot dans ma maison. Mais comment as-tu pu avoir l'audace de menacer Dudley? Rugit l'oncle Vernon en martelant la table de son poing. J'ai simplement... Je t'avais prévenu. J'interdis qu'on fasse allusion à ton anormalité sous ce toit. Harry regarda tour à tour le visage violacé de son oncle et celui de sa tante, qui était devenu livide. Avec des gestes tremblants, elle s'efforça d'aider Dudley à se relever. D'accord, dit Harry, d'accord. L'oncle Vernon se rassit en soufflant comme un rhinocéros, prêt à charger, et surveilla attentivement Harry du coin de ses petits yeux perçants. Depuis qu'il était revenu à la maison pour les vacances d'été, l'oncle Vernon l'avait traité comme une bombe sur le point d'exploser. Harry, en effet, n'était pas un garçon normal. Pour tout dire, il était même difficile d'être aussi peu normal que lui. Car Harry Potter était un sorcier. Sorcier qui venait de terminer sa première année d'études au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Et si les Dursley n'étaient pas très heureux de le voir pendant les vacances, leur infortune n'était rien comparé à celle de Harry. Poudlard lui manquait tellement qu'il avait l'impression de ressentir en permanence une douleur dans le ventre. Le château lui manquait, avec ses passages secrets, ses fantômes, ses cours, sauf peut-être celui de Rogue, le maître des potions, le courrier apporté par les hiboux, les banquets dans la grande salle, les nuits dans le lit à baldaquin du dortoir de la tour, les visites à Hagrid, le garde-chasse, qui habitait une cabane en lisière de la forêt interdite, et surtout le Quidditch, le sport le plus populaire dans le monde des sorciers. 6 buts, 4 balles volantes, 14 joueurs évoluant sur des manches à balai. Dès que Harry était rentré à la maison, l'oncle Vernon s'était empressé de ranger dans un placard sous l'escalier ses livres de magie, ses robes de sorcier, son chaudron, sa baguette magique et son balai haut de gamme, un Nimbus 2000. Peu importait aux Dursley que le manque d'entraînement fasse perdre à Harry sa place d'attrapeur dans l'équipe de Quidditch, et peu leur importait qu'il ne puisse pas faire ses devoirs de vacances.
Les Dursley étaient ce que les sorciers appelaient des moldus, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la moindre goutte de sang magique dans les veines. Pour eux, avoir un sorcier dans la famille représentait une honte infamante. L'oncle Vernon avait exigé que la cage d'Edwidge, la chouette de Harry, soit cadenassée pour l'empêcher de porter quelconque message que ce soit dans le monde des sorciers. Harry ne ressemblait en rien au reste de la famille. L'oncle Vernon était grand, avec une énorme moustache noire et quasiment pas de cou. La tante Pétunia avait un visage chevalin et une silhouette osseuse. Dudley était blond, rose et gras comme un porc. Harry, au contraire, était petit et maigre, avec de grands yeux verts étincelants et des cheveux d'un noir de jais qui n'arrivaient jamais à coiffer. Il portait des lunettes rondes et une mince cicatrice en forme d'éclair marquait son front. Cette cicatrice faisait de Harry un être exceptionnel, même pour un sorcier. Seule trace d'un passé mystérieux, ce petit éclair sur le front lui avait valu de se retrouver sur le perron des Dursley 11 ans auparavant, alors qu'il n'était encore qu'un bébé. À l'âge d'1 an, Harry avait réussi à survivre au terrible maléfice que lui avait lancé le mage le plus redoutable de tous les temps, Lord Voldemort, dont le nom restait si effrayant que la plupart des sorcières et sorciers n'osaient pas le prononcer. Les parents de Harry avaient succombé à l'attaque de Voldemort, mais Harry avait survécu, avec pour seul souvenir cette cicatrice en forme d'éclair. Par un mystère que personne n'était jamais parvenu à éclaircir, les pouvoirs de Voldemort avaient été détruits à l'instant même où il avait tenté sans succès de tuer Harry. Ainsi, Harry avait été élevé par la sœur de sa mère disparue et par son mari. Il avait passé 10 ans chez les Dursley en croyant ce que les Dursley lui avaient dit de ses parents, c'est-à-dire qu'il s'était tué dans un accident de voiture, et sans jamais comprendre pourquoi, sans le vouloir, il provoquait toujours d'étranges phénomènes autour de lui. Enfin, 1 an auparavant, le collège Poudlard lui avait écrit une lettre. La vérité lui avait alors été révélée, et Harry avait pris sa place à l'école des sorciers, où lui et sa cicatrice étaient déjà célèbres. Mais à présent, l'année scolaire était terminée et il était revenu passer l'été chez les Dursley, où on avait recommencé à le traiter comme un chien qui aurait traîné dans un lieu malodorant. Les Dursley ne se souvenaient même pas qu'aujourd'hui c'était le jour du 12e anniversaire de Harry. Bien sûr, il ne s'était pas attendu à des merveilles. Jamais les Dursley ne lui avaient offert de véritables cadeaux, encore moins de gâteaux, mais de là à l'oublier complètement. À cet instant, l'oncle Vernon s'éclaircit la gorge d'un air grave et dit « Comme vous le savez, aujourd'hui est un jour particulièrement important. » Harry leva la tête, il osait à peine en croire ses oreilles. « C'est peut-être le jour où je conclurai la plus belle affaire de ma carrière, » dit l'oncle Vernon. Harry recommença à manger son toast. Bien sûr, pensait-il avec amertume. L'oncle Vernon parlait de ce dîner idiot qui devait avoir lieu le soir même. Depuis 15 jours, il ne parlait plus que de ça. Un riche promoteur immobilier et sa femme devaient venir dîner, et l'oncle Vernon espérait décrocher une énorme commande. L'entreprise qu'il dirigeait fabriquait des perceuses et toutes sortes d'appareils pour faire des trous. « Je crois que nous ferions bien de revoir le programme une fois de plus, » dit l'oncle Vernon. Nous devrons tous être à nos postes à 8 heures précises. Pétunia, tu seras dans le salon, répondit aussitôt la tante Pétunia, prête à recevoir nos invités avec la distinction qui s'impose. Bien, très bien. Et toi, Dudley? Hop, j'ai raté une page. J'attendrai près de la porte pour leur ouvrir dès qu'ils auront sonné. Il ajouta d'une voix fausse et maniérée. Puis-je me permettre de vous débarrasser de vos manteaux, monsieur et madame Mason? Ils vont adorer, s'exclama la tante Pétunia avec ravissement. Excellent, Dudley, approuva l'oncle Vernon. Il se tourna vers Harry. Et toi? Je resterai dans ma chambre en silence, je ferai semblant de ne pas être là, répondit Harry d'une voix monocorde. Exactement, dit l'oncle Vernon d'un ton mauvais. Je les conduirai au salon et je te les présenterai. Pétunia et je leur servirai l'apéritif à 8h15. J'annoncerai le... Ah oui. Je me permets, excusez-moi. Je les conduirai au salon et je te les présenterai. Pétunia, et je leur servirai l'apéritif. À 8h15, j'annoncerai que le dîner est servi, dit la tante Pétunia. Et toi, Dudley, tu diras puis-je vous accompagner jusqu'à la salle à manger, madame Mason, dit Dudley en offrant ses bras grassouillés à une dame invisible.
Mon parfait Oh. petit gentleman, s'exclama la tante Pétunia avec émotion. Oh. Et toi, dit l'oncle Vernon d'une voix méchante en se tournant vers Harry. Je resterai dans ma chambre en silence, je ferai semblant de ne pas être là, répondit sombrement Harry. Exactement. Maintenant, nous devrions préparer quelques compliments à leur servir au cours du dîner. Une idée, Pétunia? Vernon m'a dit que vous étiez un joueur de golf exceptionnel, monsieur Mason. Où donc avez-vous trouvé cette robe si merveilleusement élégante, madame Mason? Parfait, Dudley. Je pourrais dire... On avait une rédaction à faire à l'école sur notre héros préféré, monsieur Mason, et c'est vous que j'ai choisi. C'en Oh est... non. C'en était trop, à la fois pour la tante Pétunia et pour Harry. Madame Dudley fondit en larmes en serrant son fils contre elle, tandis que Harry plongeait sous la table pour cacher son fou rire. Et toi, mon garçon? Harry se redressa en s'efforçant de retrouver son sérieux. Je resterai dans ma chambre en silence, je ferai semblant de ne pas être là, dit-il. J'y compte bien, Oui, lança l'oncle bonne Vernon d'une voix réponse. forte. Les Mason ne connaissent pas ton existence et c'est très bien. Comme ça, lorsque nous aurons fini de dîner, Pétunia, tu retourneras dans le salon avec Madame Mason, et j'orienterai la conversation sur les perceuses. Avec un peu de chance, j'aurai conclu le marché avant le dîner, le dernier journal du soir. À la même heure demain matin, nous nous occuperons d'acheter une villa à Majorque. Cette idée n'avait rien d'enthousiasmant. Pour Harry, les Dursley ne seraient pas plus contents de le voir à Majorque à Prairie Drive. Bien, maintenant je vais en ville chercher les vestes de smoking pour Dudley et moi. Et toi, lança-t-il Harry, ne taille pas de déranger ta tante tant qu'elle fait le ménage. Harry sortit par la porte de derrière. Le ciel était clair, le soleil éblouissant. Il traversa la pelouse, se laissa tomber sur le banc du jardin et chanta à mi-voix joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, cher Harry. Mais chante-le. Non, Ah. non. Pas de carte de vœux, pas de cadeau, et en plus, il fallait qu'il passe la soirée à faire semblant de ne pas exister. Il contempla la haie d'un air abattu. Jamais il ne s'était senti aussi seul. Ce qui manquait le plus à Harry, c'était ses amis de Poudlard, Ron Weasley et Hermione Granger. Il lui manquait plus que tout le reste, plus encore que les matchs de Quidditch. Mais Oui, lui ne rien semblait pas leur manquer du tout. Ni l'un ni l'autre ne lui avait écrit, bien que Ron lui eût promis de l'inviter à passer quelques jours chez lui. Très souvent, Harry avait songé à ouvrir la carte d'Edwidge en se servant d'une formule magique pour l'envoyer porter une lettre à Ron et Hermione. Mais le risque était trop grand. Les sorciers débutants n'avaient pas le droit de recourir à la magie en dehors du territoire de l'école. Mais Harry n'en avait rien dit aux Dursley. Seule la terreur d'être changé en scarabée bousillé les retenait de l'enfermer lui aussi sous l'escalier, dans le placard où étaient rangés sa baguette magique et son balai. Les 15 derniers jours, Harry s'était amusé à marmonner des mots sans suite en regardant Dudley s'enfuir si vite que pouvaient le porter ses grosses jambes, dodues. Mais le long silence de Ron et Hermione l'avait tellement coupé du monde de la magie qu'il en avait même perdu le goût de faire des farces à Dudley. Et pour couronner le tout, Ron et Hermione avaient même oublié son anniversaire. Que n'aurait-il pas donné en cet instant pour recevoir un message de Poudlard, de n'importe qui, mage ou sorcière? Il aurait même été content de revoir son vieil ennemi Drago Malfoy, simplement pour s'assurer que tout ce qu'il a vécu n'était pas un rêve. Non, que l'année passée à Poudlard ait été d'un bout à l'autre une partie de plaisir. À la fin du dernier trimestre, Harry s'était retrouvé face à face avec Lord Voldemort en personne, et même si Voldemort n'était plus que l'ombre délabrée de lui-même, il s'était montré toujours aussi terrifiant, aussi retors et aussi déterminé à retrouver son pouvoir. Pour la deuxième fois de son existence, Harry avait échappé à ses griffes, mais il s'en était tiré d'extrême justesse. Et même maintenant, des semaines plus tard, il lui arrivait encore de se réveiller au milieu de la nuit, ruisselant de sueur froide et se demandant où se trouvait Voldemort à présent, hanté par son visage livide et ses yeux démesurés, où brillait une lueur démente. Harry se redressa soudain sur son banc. Il regardait la haie d'un air absent, et il s'aperçut que la haie le regardait aussi. Deux énormes yeux verts venaient d'apparaître au milieu du feuillage. Harry se leva d'un bond. Au même moment, une voix moqueuse retentit à l'autre bout du jardin. « Je sais quel jour on est !» chantonna Dudley qui s'avançait vers lui en se dandinant. Les énormes yeux disparurent aussitôt. « Quoi ?» dit Harry sans cesser de fixer la haie. « Je sais quel jour on est !» répéta Dudley en s'arrêtant devant lui. « Bravo, tu as réussi enfin à apprendre les jours de la semaine !» répliqua Harry. « Aujourd'hui c'est ton anniversaire !» lança Dudley d'un ton méprisant. « Comment ça se fait que tu n'aies reçu aucune carte? Tu n'as pas d'amis dans ton école de zigoto ?»
Il vaudrait mieux que ta mère ne t'entende pas parler de mon école, dit froidement Harry. Dudley remonta son pantalon qui glissait sur son gros derrière. Pourquoi tu regardes la haie demanda-t-il d'un air soupçonneux. Je suis en train de me demander quelle serait la meilleure formule magique pour y mettre le feu, répondit Harry. Dudley recula en trébuchant, son visage gras déformé par la terreur. Tu n'as pas le droit. Papa t'a dit que tu ne devais pas faire de magie. Sinon, il te chassera de la maison et tu ne sauras pas où aller. Tu n'as aucun ami pour s'occuper de toi. Abracadabra, dit Harry d'une voix féroce. Hic os, trousse mousse et bave de crapaud. Maman hurla Dudley en se prestant vers la maison d'un pas titubant. Maman, il fait tu sais quoi? Sa farce coûta cher à Harry. Comme ni la haie ni Dudley n'avaient subi de dommages, la tante Pétunia sut qu'il n'avait pas véritablement usé de magie. Mais il évita de justesse la poêle couverte de mousse qu'elle tenait à la main, et qu'elle essaya de lui abattre sur la tête. Elle lui donna alors du travail à faire en lui promettant qu'il n'aurait rien à manger tant qu'il n'aurait pas terminé. Sous le regard de Dudley qui se dandinait autour de lui en léchant des glaces, Harry dut nettoyer les carreaux et laver la voiture, tondre la pelouse, tailler et arroser les rosiers et les massifs de fleurs et repeindre le banc. Le soleil brûlant lui tapait sous la nuque. Harry savait qu'il n'aurait pas dû répondre à la provocation de Dudley, mais celui-ci avait touché juste en devinant ses pensées. Peut-être n'avait-il aucun ennemi à Poudlard. S'il voyait le célèbre Harry Potter en ce moment, pensa-t-il amèrement, tandis qu'il répandait de l'engrais sur les massifs de fleurs, le dos douloureux, le visage ruisselant de sueur. Il était 7h30 du soir, lorsque, épuisé, il entendit enfin la voix de la tante Pétunia qui l'appelait. « Viens là, et fais attention, marche bien sur les journaux. » Harry se réfugia avec soulagement dans l'ombre de la cuisine, étincelante. Sur le réfrigérateur était posé le gâteau qui devait être servi au dessert. Une véritable montagne de crème fouettée parsemée de violettes en sucre. Un gigot cuisait au four dans un grésillement prometteur. Dépêche-toi de manger, les Mason ne vont pas tarder, dit sèchement la tante Pétunia en montrant les 2 tranches de pain et le morceau de fromage sur la table de la cuisine. Elle avait déjà mis sa robe longue couleur saumon. Harry se lava les mains et avala son pitoyable dîner. Dès qu'il eut terminé, la tante Pétunia s'empressa d'ôter son assiette. « Allez, dans ta chambre, et vite !» ordonna-t-elle. Lorsqu'il passa devant la porte du salon, Harry aperçut l'oncle Vernon et Dudley, vêtus de vestes de smoking avec des nœuds papillons. Il avait tout juste posé le pied sur le palier du premier étage lorsque la sonnerie de la porte d'entrée retentit. Le visage furieux de l'oncle Vernon apparut alors au bas de l'escalier. « Souviens-toi, mon garçon, un seul bruit !» Harry rejoignit sa chambre sur la pointe des pieds, se glissa à l'intérieur, referma la porte et se dirigea vers son lit pour s'y laisser tomber. L'ennui, c'est que quelqu'un y était déjà assis. Fin du chapitre 1. Hop, qui prend la suite? Noémie a pas l'air motivée. Ah non, ouais. Moi, je suis trop bien là. Ouais. C'est ça de se coucher. Oh, Bon, ouais. allez, je prends la suite. J'ai ma nourriture et c'est bon pour ma nourriture. Si tu peux, parce que moi, la gorge prend cher. Ouais. Ouais. N'empêche, quand même, petit commentaire sur le chapitre 1. Vas-y, allez. vas-y, si tu veux, allez. Heureusement qu'ils sont riches. Parce Bah. qu'ils seraient. Parce que, en fait, ils étaient trop riches. Ils sont trop riches. Mais s'ils étaient trop pauvres, le résultat serait pareil. Il aurait fallu qu'ils soient juste un peu moins riches. Et Harry Potter aurait été sorti de là. Mm. par le système. Ouais. Mais alors, c'est triste. Non, mais le système de mémoire est surveillé par le mystère de la magie, donc non, ça n'aurait rien changé. Bref, reprends la suite. Non, pas le gouvernement de base, pas celui magique, je parle. Hop. Non, mais on en Il discutera, y a continue. des... Bref. L'avertissement de Dobby. Harry se retint de pousser un cri, mais il s'en fallut peu. La petite créature assise sur le lit avait de grandes oreilles semblables à celles d'une chauve-souris et des yeux verts globuleux de la taille d'une balle de tennis. Harry comprit aussitôt que c'était ces yeux-là qu'il avait observés le matin même, cachés dans la haie du jardin. Tandis que Harry et la créature restaient là à s'observer, la voix de Dudley retentit dans le hall d'entrée. « Puis-je vous débarrasser de vos manteaux, monsieur Son ?» La créature se laissa glisser du lit et s'inclina si bas que le bout de son nez toucha le tapis.
Harry remarqua qu'elle était vêtue d'une espèce de thé d'oreiller dans laquelle on avait découpé des trous pour laisser passer les bras et les jambes. Bonjour, dit Harry, pas très à l'aise. Harry Potter! La maison. Oh monsieur, il y a si longtemps que Dobby rêvait de faire votre connaissance. C'est un si grand honneur. Merci, répondit Harry en longeant le mur vers la chaise de son bureau, sur laquelle il se laissa tomber à côté d'Edwidge endormi dans sa grande cage. Il aurait eu envie de demander qu'est-ce que vous êtes exactement, mais il eut peur d'être impoli et demanda plutôt qui êtes-vous? Dobby, monsieur. Dobby, rien de plus. Dobby, l'elfe de maison, répondit la créature. Ah, vraiment dit Harry. Excusez-moi, je ne voudrais pas vous paraître discourtois, mais je ne crois pas que le moment soit bien choisi pour recevoir un elfe de maison dans ma chambre. Ah, il est si poli. Le petit rire fou et pointu de la tante Pétunia s'éleva dans le salon. Oh, l'elfe baissa la tête. Je suis en... non, pardon, c'est Harry. Je suis enchanté de faire votre connaissance, croyez-le bien, s'empressa d'ajouter Harry. Mais je me demande, quel est le motif de votre présence? Eh bien voilà, monsieur, répondit l'elfe avec gravité. Dobby est venu vous dire... Ah, c'est très difficile, monsieur. Dobby se demande par où commencer. Asseyez-vous donc, dit poliment Harry en se montrant le lit. Horrifié, il vit alors l'elfe éclater en sanglots. Des sanglots particulièrement bruyants. Ah, asseyez-vous! Jamais! Oh grand jamais! Harry eut l'impression que les voix en provenance du salon s'étaient quelque peu troublées. Je suis désolé, je ne voulais pas vous offenser. Offenser Dobby? Oh, sanglota l'elfe. Jamais encore un sorcier n'avait demandé à Dobby de s'asseoir comme un égal. Harry essaya de l'inciter au silence, tout en s'efforçant de le réconforter. Et le fit asseoir au lit, sur le lit où il resta là à hoqueter. Il avait l'air d'une grosse poupée repoussante de laideur. Enfin, l'elfe parvint à se calmer. Il fixa Harry de ses grands yeux humides avec une expression d'adoration. Hop, les sorciers que vous fréquentez ne doivent pas être très aimables, plaisanta Harry en espérant l'égayer. Dobby hocha la tête, puis, sans prévenir, il se leva d'un bond et se cogna violemment la tête contre la fenêtre en criant « Qu'est-ce que vous faites ?» Non. « Arrêtez, qu'est-ce que vous faites ?» chuchota Harry, en se précipitant pour ramener Dobby sur le lit. Edwige s'était réveillé en poussant un ululement particulièrement perçant et battait frénétiquement des ailes contre les barreaux de sa cage. « Il fallait que Dobby se punisse, monsieur, » dit l'elfe, qui s'était mis à la loucher légèrement. « Dobby a failli dire du mal de sa famille. »« Votre famille ?»« Dobby est au service d'une famille de sorciers, monsieur. Dobby est un elfe de maison qui doit servir à tout jamais la même maison et la même famille. »« Et ils savent que vous êtes ici ?» demanda Harry avec curiosité. Dobby frissonna. « Oh non, monsieur, non. Dobby va devoir se punir très sévèrement pour être venu vous voir, monsieur. Dobby devra se pincer les oreilles dans la porte du four pour avoir fait une chose pareille. S'il l'apprenait, monsieur. Mais ils vont s'en apercevoir si vous vous pincez les oreilles dans la porte du four, non? Dobby en doute, monsieur. Dobby doit toujours se punir pour quelque chose, monsieur. Il laisse le soin à Dobby de s'en occuper. Parfois, il lui rappelle simplement qu'il doit s'infliger quelques punitions supplémentaires. Mais pourquoi n'essayez-vous pas de vous enfuir? Pour retrouver sa liberté, un elfe de maison doit être affranchi de par ses maîtres, monsieur. Et sa famille ne permettra jamais à Dobby d'être libre. Dobby devra la servir jusqu'à sa mort, monsieur. Harry le regarda avec des yeux ronds. Et moi pensais que c'était un triste sort d'avoir à passer encore 4 semaines ici, dit-il. À côté, les Dursley ont presque l'air humains. Comme s'ils l'étaient. Personne ne peut donc vous aider? Je ne peux pas faire quelque chose pour vous? Harry regretta d'avoir parlé car, à nouveau, Dobby se répandit en gémissements de gratitude. S'il vous plaît, murmura précipitamment Harry, je vous en prie, taisez-vous. Si jamais les Dursley entendent quelque chose, s'ils s'aperçoivent de votre présence, Harry demande s'il peut aider Dobby. Dobby avait entendu parler de votre grandeur, monsieur. Mais il ne savait rien de votre générosité. Tout ce qu'on vous a dit sur ma grandeur n'est qu'un tissu de bêtises, dit Harry, qui sentait ses joues en feu. Je t'ai même pas promis de la classe à Poudlard, c'était Hermione la meilleure, elle. Mais il s'interrompit, penser à Hermione lui était douloureux. Harry Potter est humble et modeste, dit Dobby d'un ton révérencieux. Ses gros yeux exorbités, brillants d'émotion.
Harry Potter ne parle pas de sa victoire triomphante sur celui dont le nom ne doit pas être prononcé. Voldemort dit Harry. Monsieur, ne prononcez pas ce nom, gémit-il. Ne prononcez pas ce nom. Désolé, dit Harry. Désolé, dit Harry, avec précipitation. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'entendre. Mon ami Ron, par exemple. Il s'interrompit à nouveau. Penser à Ron lui était tout aussi douloureux. Dobby se pencha vers Harry, les yeux ronds comme des phares. Dobby a entendu dire que Harry Potter avait à nouveau affronté le Seigneur des Ténèbres il y a quelques semaines, et qu'il avait réussi à lui échapper une fois de plus, dit Dobby d'une voix rauque. Harry approuva d'un signe de tête, et des larmes brillèrent soudain dans les yeux de Dobby. Ah, monsieur sanglota-t-il en s'essuyant le visage, avec un coin de la tête d'oreiller crasseuse que lui tenait lieu de vêtements. Harry Potter est vaillant et audacieux. Il n'a jamais bravé tant de dangers. Mais Dobby est venu protéger Harry Potter. Il est venu l'avertir, même s'il doit se pincer les oreilles dans la porte du four pour se punir. Harry Potter, tu dois pas retourner à Poudlard. Il y eut un long silence, seulement troublé par des bruits de couteaux et de fourchettes, et le ronronnement de la voix de l'oncle Vernon qu'on entendait au rez-de-chaussée. Ou quoi? Mais il faut que j'y retourne. La rentrée a lieu le 1er septembre. C'est la seule chose qui m'aide à tenir le coup. Vous ne savez pas ce que c'est de vivre ici. Je n'ai rien à faire dans cette famille. J'appartiens au monde des sorciers, au monde de Poudlard. Non, 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 couina Dobby en hochant la tête si fort que ses oreilles battaient comme des ailes. Harry Potter doit rester là où il est en sécurité. Il est trop grand, trop généreux pour qu'on prenne le risque de le perdre. Et si Harry Potter retourne à Poudlard, il courra un danger mortel. Pourquoi? S'étonna Harry. Il existe un complot, Harry Potter. Un complot qui provoquera des événements terrifiants à l'école de sorcellerie de Poudlard. Cette année, murmura Dobby en se mettant soudain à trembler de tous ses membres. Il y a des mois maintenant que Dobby est au courant. Harry Potter ne doit pas mettre sa vie en péril. Il est trop important, monsieur. Et quels sont ces événements si terrifiants? Demanda aussitôt Harry. Qui est à l'origine de ce complot? Un drôle de bruit s'échappa de la gorge de Dobby, qui se cogna frénétiquement la tête contre le mur. Hop. On passe dans des bruitages. Mais Mais ok. D'accord, s'exclama Harry en saisissant Lèvres par le bras pour l'éloigner du mur. Vous ne pouvez pas me le dire, je comprends très bien. Et pourquoi prenez-vous la peine de me prévenir moi? Une pensée désagréable lui vint alors à l'esprit. Attendez, est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec avec vous savez qui? Répondez-moi simplement d'un signe de tête, s'empressa-t-il en voyant Dobby s'approchant à nouveau du mur. S'approchait? Ah non, que Dobby s'approchait à nouveau du mur. Lentement, Dobby fit non de la tête. Non, cela ne concerne pas celui dont le nom ne doit pas être prononcé, monsieur. Mais les yeux de Dobby étaient grands ouverts, comme s'il essayait de suggérer quelque chose à Harry. Celui-ci, cependant, ne voyait absolument pas où il voulait en venir. Il n'a pas de frère? Dobby hocha à nouveau la tête, les yeux plus exorbités que jamais. Dans ce cas, je ne vois pas qui d'autre aurait le pouvoir de provoquer des événements terrifiants à Poudlard, dit Harry, surtout face à Dumbledore. Vous savez qui est Dumbledore, n'est-ce pas? Dobby baissa la tête. Albus Dumbledore est le plus grand directeur que Poudlard ait jamais eu. Dobby le sait, monsieur. Dobby a entendu dire que les pouvoirs de Dumbledore rivalisaient avec ceux de celui dont on ne doit pas prononcer le nom au plus fort de sa puissance. Pourtant, monsieur... La voix de Dobby se transforma en un murmure pressant. Il y a des pouvoirs que Dumbledore ne... Des pouvoirs qu'un sorcier digne de ce nom. Et avant que Harry n'ait eu le temps de réagir, Dobby sauta du lit, attrapa la lampe posée sur le bureau de Harry et commença à se donner des coups sur la tête en poussant des cris assourdissants. Au rez-de-chaussée, il y eut un silence soudain. Un instant plus tard, Harry, le cœur battant à tout rompre, entendit l'oncle Vernon se diriger vers le hall en lançant d'une force. Dudley a encore dû laisser sa télévision allumée, le gardement. Vite, dans le placard, murmura Harry en poussant Dobby dans la penderie qu'il referma sur lui. Il se jeta ensuite sur le lit au moment où la poignée de la porte tournait. Tu peux m'expliquer ce que tu es en train de fabriquer? Dit l'ongle sans se desserrer les dents. Son horrible visage tout près de celui de Harry. Tu viens de cacher la suite de ma blague sur le golfeur japonais. Oh putain, c'est parti. Encore un bruit et je te ferai regretter d'être venu au monde, mon garçon.
pas comme s'il le faisait tous les jours. Et il quitta la chambre d'un pas sonore. Tremblant de la tête aux pieds, Harry délivra Dobby de la penderie. Vous avez vu comment c'est ici, dit-il. Vous comprenez pourquoi il faut que je retourne à Poudlard. C'est le seul enfant où où je crois avoir des amis. Des amis qui n'écrivent même pas à Harry Potter. J'imagine qu'ils ont dû, mais au fait, dit Harry en fronçant les sourcils, comment savez-vous que mes amis ne m'ont pas écrit? Dobby se tortilla sur place, visiblement mal à l'aise. Harry Potter ne doit pas se fâcher contre Dobby. Dobby a voulu faire pour le mieux. C'est vous qui avez intercepté mes lettres. Dobby les a apportées avec lui, monsieur, dit l'elfe. Il fit un pas rapide en arrière pour rester hors de portée de Harry et tira une épaisse liasse d'enveloppe de sa tête d'oreiller. Harry reconnut l'écriture propre et nette d'Hermione et celle beaucoup plus désordonnée de Ron. Il aperçut même un gribouillis qui semblait être de la main de Hagrid, le garde-chasse de Poudlard. L'air anxieux, Dobby regardait Harry en clignant des yeux. Harry Potter ne doit pas se mettre en colère. Dobby espérait que si Harry Potter pensait que ses amis elle l'avaient oublié, Harry Potter ne voudrait plus retourner à l'école, monsieur. Harry Potter n'écoutait pas. Il essaya d'arracher l'aide des mains de Dobby. Mais celui-ci fit un bond en arrière pour se maintenir hors de portée. Harry Potter aura ses lettres, monsieur, à condition qu'il donne sa parole à Dobby qu'il ne retournera pas à Poudlard. Ah, monsieur, il ne faut pas que vous affrontiez un tel danger. Promettez-moi que vous ne retournerez pas là-bas. Je ne promettrai rien du tout, répliqua Harry avec colère. Rendez-moi les lettres de mes amis. Dans ce cas, Harry Potter ne laisse pas le choix à Dobby, dit l'elfe avec tristesse. Et avant que Harry pût faire un geste, Dobby se précipita sur la porte de la chambre, l'ouvrit et dévala l'escalier. La gorge sèche, l'estomac noué, Harry se rua derrière lui en essayant de ne pas faire un bruit. Il sauta d'un bond les 6 dernières marches et atterrit sur la moquette du hall d'entrée avec la souplesse d'un chat. Dobby cherchant Dobby des yeux. De la salle à manger lui parvenait la voix de l'oncle Vernon qui disait « Racontez donc à des Pétunia cette histoire désopilante sur les plombiers américains. Monsieur Mason, elle a tellement envie de la connaître. Même si je lui ai dû lui répéter 3 fois. » Harry se précipita dans la cuisine. Lorsqu'il arriva devant la porte, il crut recevoir un coup de poing à l'estomac. Le chef-d'œuvre pâtissier de sa tante, la montagne de crème et de violettes en sucre, flottait dans l'air, près du plafond. Dans un coin, il vit Dobby, accroupi sur le buffet. « Non !» dit Harry d'une voix rauque. « S'il vous plaît, pas ça. Ils vont me tuer. » Harry Potter doit promettre qu'il ne retournera pas à l'école. Dobby, s'il vous plaît, promettez-le, monsieur. C'est impossible. Dobby le regarda d'un air désespéré. Dans ce cas, Dobby doit agir, monsieur, pour le bien de Harry Potter. Et l'immense gâteau s'écrasa sur le carrelage dans un fracas épouvantable. Le plat vola en éclats, éclaboussant les murs et les fenêtres de crème fouettée et de violettes. Dobby disparut alors avec un bruit sec comme le claquement d'un fouet. Des cris retentirent dans la salle à manger, et l'oncle Vernon surgit dans la cuisine où il trouva Harry figé de terreur et couvert de pieds à la tête de gâteau à la crème. Tout d'abord, il semblait que l'oncle Vernon allait réussir à minimiser l'accident. Ce n'est rien, c'est notre neveu. Il est un peu perturbé, il a peur de voir des gens qu'il ne connaît pas. Alors il reste dans sa chambre, au premier étage. N'est-ce pas? Il ramena les Mason stupéfaits dans la salle à manger, promit à Harry de l'écorcher vif dès que ses invités seraient partis, et lui donna une serpillière. La tante Pétunia nicha un peu de glace dans le congélateur, et Harry, toujours sous le choc, entreprit de nettoyer la cuisine. À ce moment de la soirée, l'oncle Vernon aurait encore pu conclure son marché s'il n'y avait pas eu la chouette. La tante Pétunia était en train d'offrir ses chocolats à la menthe lorsqu'une énorme chouette s'engouffra dans une fenêtre de la salle à manger, laissa tomber une lettre sur la tête de Monsieur Mason et ressortit un seul instant de cette maison de fou. Dans cette maison de fou? Ah! Et ressortit aussitôt, pardon. Monsieur Mason poussa un hurlement et se rua hors de la maison en criant qu'elle ne voulait plus rester un seul instant dans cette maison de fou. Putain, il y a eu 2 événements et wow. Faible. Monsieur Mason, lui, resta juste assez longtemps pour préciser aux Dursley que son épouse avait une peur bleue des oiseaux de toute forme et de toute taille, et leur demander si c'était là leur conception de l'humour. Dans la cuisine, Harry, appuyé sur le manche de son balai de peur que ses jambes ne le trahissent, vit l'oncle Vernon s'avancer vers lui, une lueur démoniaque dans ses yeux minuscules. « Lis ça !» jugea-t-il d'un ton mauvais en brandissant la lettre que la chouette avait apportée. « Allez,
Harry prit la lettre. Ce n'était pas une carte d'anniversaire. Cher Monsieur Potter, nous avons été informés qu'un sortilège de lévitation a été utilisé dans votre lieu de résidence ce soir à 9h12. Comme vous le savez, les sorciers de premier cycle ne sont pas autorisés à jeter des sorts en dehors de l'école, et toute récidive dans l'utilisation de tels sortilèges pourrait entraîner votre expulsion de la dite école. Décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers du premier cycle, article 1175 alinéa C. Nous vous rappelons également que toute pratique de sorcellerie susceptible d'être remarquée par des membres de la communauté non magique, Moldu, constitue un délit puni par l'article 13 du Code du secret établi par la Confédération internationale des mages et sorciers. Disent-ils alors qu'un oiseau géant a donné une lettre l'indiquant alors qu'il y avait des Moldus dans la salle. En vous souhaitant d'agréables vacances, nous vous prions de croire, cher Monsieur Potter, en l'assurance de nos sentiments distingués. Mafalda Opric, service des usages abusifs de la magie, ministère de la magie. Harry releva la tête et déglutit avec difficulté. Tu ne nous avais jamais dit que tu n'avais pas le droit de faire de la magie en dehors de l'école, dit l'oncle Vernon avec une lueur démente dans le regard. Tu as sans doute oublié de nous en parler. Il avait l'air d'un énorme bulldog tout en dehors. Eh bien, j'ai des nouvelles pour toi, mon garçon. Désormais, tu seras enfermé dans ta chambre. Tu ne retourneras jamais dans cette école. Jamais. Car de toute façon, si tu essayes de t'échapper à coups de formule magique, tu seras renvoyé. Et avec un rire de fou furieux, il traîna Harry jusqu'au premier étage. Digne d'un méchant Disney. Digne de la réalité aussi, bizarrement. Chut, tout va bien. Chut, le racisme n'est pas vrai, je vous le jure. Hop, l'oncle Vernon tint parole. Le lendemain matin, il fit venir quelqu'un pour poser des barreaux à la fenêtre de la chambre de Harry. Et il se chargea lui-même d'installer une petite trappe au bas de la porte pour qu'on puisse lui passer de quoi se nourrir 3 fois par jour. Waouh. L'abus. On est là pour lire un Euh, bouquin, pas pour épiloguer. Oh, quand même. Harry Ouais. avait le droit de sortir une fois le matin et une fois le soir pour utiliser la salle de bain. Le reste du temps, il était bouclé dans sa chambre. 3 jours passèrent et Dursley se montrait toujours aussi intraitable. Harry ne voyait aucune issue. Allongé sur son lit, il regardait le soleil se coucher en se demandant avec tristesse ce qu'il allait bien pouvoir lui arriver. À quoi bon essayer de s'échapper par magie? Cela devait entraîner son exclusion de Poudlard. D'un autre côté, la vie privée de Drive n'avait jamais été aussi insupportable. À présent que les Dursley étaient contraints, certains qu'ils ne risquaient pas de se retrouver transformés en chauve-souris, il avait perdu sa seule arme contre eux. Dobby l'avait peut-être sauvé d'événements terrifiants, mais au train où allaient les choses, il allait probablement finir par mourir de faim. Ah, il n'avait pas pensé à ça. La trappe aménagée dans la porte bascula et la main de la tante Pétuna apparut, poussant à l'intérieur de la chambre un bol rempli de soupe en boîte. Harry, qui avait mal à l'estomac à force d'avoir faim, sauta à bas du lit et saisit le bol. La soupe était froide, ce qui ne l'empêcha pas d'en avaler la moitié d'une seule lampée. Il traversa alors la chambre et versa dans la mangeoire vide d'Edwidge les quelques morceaux de légumes détrempés restés au fond du bol. La chouette ébouriffa ses plumes et lui lança un regard dégoûté. Ce n'est pas le moment de faire le fin bec. C'est tout ce qu'il y a à manger, dit-il d'un air sombre. Il a reposé le bol vide près de la trappe et retourna s'allonger sur le lit en ayant encore plus faim qu'avant. En admettant qu'il soit encore vivant dans 4 semaines, que se passerait-il s'il ne se montrait pas à Poudlard? Enverrait-il quelqu'un pour voir ce qui se passait? Parviendrait-il à obliger les Dursley à le laisser partir? La pièce devenait de plus en plus sombre. Épuisé, l'estomac gargouillant, tournant et retournant sans cesse dans sa main les mêmes questions insolubles, Harry sombra dans un sommeil agité. Il rêva qu'on le montrait dans un zoo, sur sa cage un écriteau indiqué « Sorcier de premier cycle ». Allongé sur une litière de paille, faible et affamé, il voyait les visiteurs le regarder avec des yeux ronds. Dans la foule, il reconnaissait Dobby et se mettait à crier pour l'appeler à l'aide. Mais il l'entendait lui répondre « Mais Harry Potter est en sécurité dans sa cage, monsieur !» Puis l'elfe disparaissait. C'était alors au tour des Dursley d'apparaître. Il voyait Dudley taper sur les barreaux de la cage en se moquant de lui. « Arrête !» marmonnait Harry, tandis que le bruit lançant des coups sur le métal martelait son cerveau douloureux. « Laisse-moi tranquille. Arrête. J'essaie de dormir. » Il ouvrit soudain les yeux, le clair de lune entrait par la fenêtre et quelqu'un l'observait véritablement à travers les barreaux. Un visage constellé de taches de rousseur avec des cheveux roux et à long nez.
Harry reconnut aussitôt Ron Weasley. Fin du chapitre 2. Tu veux prendre le chapitre Voilà. 3, Nono? Je me suis motivée. Allez. Non, Chapitre 3. Pardon, tu voulais dire non, on fera ça à la fin de la séance. Chapitre 3. Le terrier. Ron, chuchota Harry en se glissant près de la fenêtre. Ron. Il Ron. souleva le panneau. Ron. Ron. Il s- Ron. Il souleva le panneau coulissant pour qu'il puisse se parler à travers les barreaux. Ron, comment t'as fait? Qu'est-ce que... Harry resta bouche bée. Pardon. Je vais monter un peu, tac, parce que je vois rien. Harry resta bouche bée lorsqu'il vit que Ron était penché à la fenêtre, arrière d'une vieille voiture vert turquoise qui s'est immobilisée dans les airs. À l'avant de la voiture, Fred et George, les deux frères jumeaux de Ron, lui souriaient. Je vais arrêter. Hein. Parce que même moi, ça me perturbe. Ouais. C'est juste pour vous Ron, embêter. Ron, Tac, tac. petit patapon. C'est ça. Ça va, Harry? Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Ron. Pourquoi tu n'as pas répondu à mes lettres? Je t'ai invité à venir chez nous une bonne douzaine de fois, et là-dessus, papa rentre à la maison et nous raconte que tu as reçu un avertissement pour avoir fait de la magie devant des moldus. Ce n'est pas moi. Et d'abord, comment l'a-t-il su? Il travaille au ministère, répondit Ron. Et tu sais très bien qu'on n'a pas le droit de faire de magie en dehors de l'école. Ça te va bien de dire ça, répliqua Harry en montrant la voiture volante. C'est vrai. Oh, ça ne compte pas, dit Ron. On n'a fait que l'emprunter. Elle est à papa, ce n'est pas nous qui l'avons trafiquée. Mais faire de la magie sous le nez des moldus, chez qui tu habites... Ce n'était pas moi, je te dis, mais ce serait trop long à expliquer. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais dire à Poudlard que les Dursley m'ont enfermé et qu'ils refusent de me laisser retourner à l'école? Je ne peux pas sortir de là par une formule magique, sinon le ministère de la Magie dirait que c'est la deuxième fois en 3 jours que j'enfreins le règlement, alors... Arrête tes bavardages, dit Ron. On est venu te chercher pour t'emmener à la maison. Mais toi non plus, tu n'as pas le droit de me délivrer par une formule magique. On n'en aura pas besoin, assura Ron en montrant ses deux frères d'un signe de tête. Tu oublies qui m'accompagne. Attache ça au barreau, dit Fred, qui lança à Harry l'extrémité d'une corde. Un bon vieux câble. Yes. Oula, 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 oula. Le pouvoir de la physique. Euh, Le pouvoir d'un moteur V12 magique. Si les Dursley se réveillent, je suis mort, dit Harry en nouant solidement la corde autour des barreaux, tandis que Fred donnait de grands coups d'accélérateur. T'inquiète pas, dit Fred, et recule un peu. Harry recula près de la cage d'Edwige, qui observait la scène en silence. Elle semblait avoir compris qu'il se passait quelque chose d'important. Le moteur de la voiture s'emballa et soudain il y eut un grand bruit. Fred avait foncé tout droit dans les airs et les barreaux de la fenêtre avaient été arrachés net. Harry se précipita et vit les barreaux qui pendaient au bout de la corde. À moins d'1 mètre du sol, le souffle court, Ron les hissa à l'intérieur de la voiture. Inquiet, Harry tendit l'oreille mais aucun son ne provenait de la chambre des Dursley. Fred fit alors une marche arrière pour se rapprocher le plus près possible de la fenêtre d'Harry. « Allez, monte !» dit Ron. « Il faut que j'emporte mes affaires !» dit Harry. « Ma baguette magique, mon balai !»« Où elles sont ?»« Dans un placard sous l'escalier et la porte de ma chambre est fermée à clé. »« Pas de problème !» dit George qui était assis à côté de Fred. « Laisse-nous passer !» Fred et George se glissèrent alors avec précaution par la fenêtre, je vais pas y arriver, avec précaution par la fenêtre de la chambre. Il valait mieux les laisser faire, pensa Harry en voyant George sortir de sa poche une simple épingle à cheveux avec laquelle il entreprit de forcer la serrure. Les sorciers pensent que c'est une perte de temps d'apprendre les astuces des moldus, dit Fred, mais ils ont des techniques qui valent la peine d'être connues, même si elles sont un peu lentes. Il y eut un déclic et la porte de la chambre s'ouvrit. Bon, on va chercher ta valise. Pendant ce temps-là, prends tout ce qui peut être utile et passe-le à Ron, chuchota George. Faites attention à la dernière marche, elle craque, chuchota Harry aux jumeaux qui s'enfonçaient dans les ténèbres de l'escalier. Harry fit rapidement le tour de sa chambre en rassemblant ses affaires qu'il passa à Ron par la fenêtre. Puis il alla aider Fred et George à hisser sa grosse valise en haut de l'escalier. Harry entendit l'oncle Vernon tousser. Hors d'haleine, ils atteignirent enfin le palier du premier étage et transportèrent la lourde valise jusqu'à la fenêtre. Fred remonta dans la voiture pour aider Ron à la tirer à l'intérieur tandis que Harry et George la poussaient de l'autre côté. Centimètre par centimètre, la valise glissa à travers la fenêtre de la voiture.
L'oncle Vernon toussa à nouveau. Encore un peu, dit Fred, tout essoufflé. Poussez un bon coup. Harry et George pesèrent de tout leur poids contre la valise qui bascula enfin sur la banquette arrière de la voiture. Ouais, peser, Oh. c'est en gros, c'est plutôt que simplement la pousser, ça c'est t'y mets ton poids en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, on y va, chuchota George. Du coup, pas dans ce ton-là. Mais au moment où Harry grimpait sur le rebord de la fenêtre, un cri aigu retentit derrière lui, suivi par la voix tonitruante de l'oncle Vernon. « Ça fiche chouette ! J'ai oublié Edwige !» Harry retourna aussitôt à l'intérieur de la chambre au même moment, la lumière du couloir s'alluma. Il attrapa la cage d'Edwige, se rua vers la fenêtre, passa la cage à Ron et remonta sur le rebord à l'instant où l'oncle Vernon tambourinait à la porte qui s'ouvrit à la volée. Pendant une fraction de seconde, l'oncle Vernon resta pétrifié à l'entrée de la chambre, puis il laissa échapper un beuglement de taureau furieux et plongea sur Harry en le saisissant par une cheville. Ron, Fred et George empoignèrent Harry par les bras et le tirèrent vers eux de toute leur force. « Pétunia !» rugit l'oncle Vernon. « Il s'échappe! Il est en train de s'enfuir !» Notre esclave, non! D'un même mouvement, les frères Weasley tirèrent Harry si fort que sa cheville glissa des mains de l'oncle Vernon. « Pied au plancher, Fred !» hurla Ron dès que Harry fut dans la voiture et qu'ils eut claqué la portière. La voiture s'élança alors vers la lune. Harry avait du mal à le croire, il était libre. Il baissa la vitre, le vent de la nuit ébouriffa ses cheveux. Pardon. Il regarda les toits des maisons de Privet Drive s'éloigner derrière lui. Les yeux ronds et la bouche grande ouverte, l'oncle Vernon, la tante Pétunia et le gros Dudley, tous trois penchés à la fenêtre de la chambre, regardaient la voiture s'élever dans les airs. « À l'été prochain !» leur cria Harry, bande d'enculés. Eh, oh, un peu de respect. Pardon. Ma mère va regarder la vidéo. Ah, pardon. Pardon. C'est pas une C'est blague. pour ça que moi j'utilise des vraies bagues, pas des insultes. Les Weasley éclatèrent de rire et Harry s'installa confortablement sur la banquette en souriant d'une oreille à l'autre. Redis-le. Les Weasley éclatèrent de rire et Harry Redis-le. s'installa confortablement sur la banquette en souriant d'une oreille à l'autre. Les Weasley éclatèrent de rire et Harry s'installa confortablement sur la banquette en souriant d'une oreille à l'autre. Les Weasley. J'ai dit quoi? Les Weasley. Les Weasley. Ah merde, excusez-moi. Je suis Ron Weasley. Ouais, bonjour Weasley. Bah écoute, tu veux marquer W-E-A-S-T, c'est Weasley, voilà, bref. Non, parce que c'est Weasley, Weasel, la fouine. Ouais, baby, casse les houilles. C'est marrant parce que c'est Draco qui se transforme en fouine au bout d'un moment. Bon. Passe. Laisse sortir Edwige, dit Ron. Elle volera derrière nous. Il y a un temps fou qu'elle n'a pas eu l'occasion de se dégourdir les ailes. George donna à Ron l'épingle à cheveux et un instant plus tard, Edwige s'élançait avec bonheur par la fenêtre de la voiture qu'elle accompagna en planant comme un fantôme. Attends, il a jamais utilisé ça plus tard dans les autres livres? Chut. Ça aurait pu être tellement pratique. Chut. De quoi, l'épingle à cheveux? Non, mais pouvoir crocheter une serrure. Bah oui. Ah. Ouais, non, mais la plupart du temps, les serrures sont magiques. Voilà, dans Poudlard, ils font Oculus Reparo et puis voilà. Certes, mais lorsque. Du coup, merde, non, ce serait. Non, mais t'embête pas. Alors, raconte. Oh, attends, je recommence. Alors, je vais pas y arriver. Alors, raconte, Harry, dit Ron avec impatience. Qu'est-ce qui s'est passé? Harry leur raconta l'histoire de Dobby, l'avertissement qu'il lui avait donné et le triste sort du gâteau aux violettes. Un long silence stupéfait suivit son récit. Vraiment louche tout ça, dit Ron. Tout ce qu'il y a de plus bizarre, approuva George. Il ne t'a même pas dit qui était derrière ce complot? Je pense qu'il lui était impossible de le dire, répondit Harry. Chaque fois qu'il était sur le point de laisser échapper quelque chose, il se cognait la tête contre le mur. Il vit Fred et George échanger un regard. Vous croyez qu'il m'a raconté des histoires, dit-il? Les elfes de maison ont de grands pouvoirs magiques, répondit Fred. Mais d'habitude, ils n'ont pas le droit de s'en servir sans l'autorisation de leur maître. J'imagine que Dobby a été envoyé par quelqu'un pour essayer de t'empêcher de revenir à Poudlard. Quelqu'un qui voulait te faire une mauvaise farce. Tu ne vois pas qui pourrait t'en vouloir à l'école? Oh si, répondit Harry, et Ron d'une même voix. Drago Malfoy, dit Harry, il me déteste.
Drago Malfoy, dit George en se tournant vers lui. Ce ne serait pas le fils de Lucius Malfoy? Si, probablement, ce n'est pas un nom très courant. Pourquoi? J'ai entendu papa parler de ce type-là, dit George. C'est un des plus proches partisans de tu sais qui. Et quand tu sais qui a disparu, ajouta Fred, en se tordant le cou pour regarder Harry, Lucius Malfoy est revenu en disant qu'il n'avait jamais voulu tout ça. Tu parles. D'après papa, il faisait partie des intimes de tu sais qui. Harry avait déjà entendu les rumeurs qui circulaient sur la famille de Malfoy et il n'en était pas surpris. À côté de Drago Malfoy, Dudley Dursley était un modèle de gentillesse, de sensibilité et de prévenance. Je ne sais pas si les Malfoy ont un elfe de maison, dit Harry. En tout cas, les maîtres de Dobby appartiennent sûrement à une vieille famille de sorciers et ils doivent être riches, dit Fred. Maman a toujours eu envie d'avoir un elfe de maison pour s'occuper du repassage, dit George. Mais tout ce qu'on a, c'est une vieille goule pouilleuse dans le grenier et des gnomes qui envahissent le jardin. Les elfes de maison, on les trouve dans les vieux manoirs ou les châteaux, aucune chance d'en avoir un chez nous. Harry resta silencieux. Drago Malfoy avait toujours tout ce qu'il voulait, sa famille devait rouler sur l'or. Et il imaginait très bien Malfoy se pavanant dans un vaste manoir. Et il était parfaitement capable d'envoyer un domestique pour essayer d'empêcher Harry de retourner à Poudlard. Harry avait été idiot de prendre Dobby au sérieux. En tout cas, je suis content qu'on soit venu te chercher, dit Ron. Je commence à m'inquiéter sérieusement en voyant que tu ne répondais pas à mes lettres. Au début, j'ai cru que c'était la faute d'Errol. Errol? C'est notre... Oh, c'est ça, c'est Errol, il s'appelle? Ouais. Ok. C'est notre hibou, il Ça est va, très vieux. il y a 4 lettres, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de prononciation. Hey, Roll! Errol. Errol! Errol! Bref. Il est très vieux. Ça n'aurait pas été la première fois qu'il se serait évanoui d'épuisement en allant porter le courrier. Alors j'ai essayé d'emprunter Hermès. Qui ça? Le hibou que mes parents ont offert à Percy quand il a été nommé préfet à Poudlard, dit Fred. Mais Percy a refusé de me le prêter, dit Ron. Il a prétendu qu'il en avait besoin. Percy est très bizarre depuis le début des vacances, dit George en fronçant les sourcils. Il envoie beaucoup de courriers et il reste presque tout le temps enfermé dans sa chambre. Mais on ne peut quand même pas passer toutes ses journées à astiquer son insigne de préfet. Tu vas un peu trop loin vers l'ouest, Fred, ajouta George en montrant la boussole fixée au tableau de bord. Fred tourna légèrement le volant. Et votre père, il sait que vous avez pris la voiture, demanda Harry. Non, répondit Ron. Il devait rester travailler au ministère hier soir, mais heureusement, on serait rentré à la maison avant que maman ait pu s'apercevoir qu'on a emprunté la voiture. Attends, il devait rester travailler au ministère hier soir? Ouais. Oui, ils sont la nuit. Ils sont en pleine nuit, là. Ouais, mais il aurait dû dire, bah, reste travailler ce soir, non? Tu te Au poses trop de ministère. questions. Ok, ça marche. S'il est plus de minuit, ça marche. Ouais. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'il fait au ministère de la magie, votre père? Il travaille dans le bureau le plus ennuyeux, dit Ron. Le service des détournements de l'artisanat moldu. Le quoi? Ça concerne tous les objets fabriqués par les moldus et qui ont été ensorcelés. Il faut s'occuper de les neutraliser si jamais ils reviennent dans des magasins ou des maisons de moldus. Par exemple, l'année dernière, une vieille sorcière est morte et son service a été vendu à un brocanteur. Une moldue l'a acheté, l'a emporté chez elle et a essayé de servir le thé à des amis. Ça s'est transformé en cauchemar. La théière a piqué une crise et a commencé à verser du thé partout dans la maison. Un homme a fini à l'hôpital avec une pince à sucre coincée dans le nez. Papa a eu un travail fou ce jour-là. Ils ne sont que 2 au bureau, lui et un vieux sorcier du nom de Perkins. Ils ont passé la soirée à jeter des sortilèges d'amnésie et des trucs comme ça pour que personne ne se souvienne de rien. Mais cette voiture, c'est ton père qui... Fred éclata de rire. Papa adore tout ce que fabriquent les moldus. Il a un garage plein de ces machins-là. Il les démonte, leur fait subir un tas de sortilèges et les remonte. S'il devait faire une perquisition dans sa propre maison, il serait obligé de se mettre lui-même en prison. Ça rend ma mère folle de rage. Bah, j'ai envie de te dire, c'est lui qui fait les perquisitions, donc à ce moment-là. Ouais, c'est pas faux. Si c'était si Voilà la- simple. Pardon? Si c'était si simple. Ouais. Ouais. Voilà la grande route, dit George en regardant à travers le pare-brise. On sera arrivé dans 10 minutes. Il est temps, le jour commence à se lever.
Une faible lueur rosée se dessinait en effet à l'horizon. La voiture perdit de l'altitude et Harry aperçut une mosaïque de champs et de bosquets. On est tout près du village, dit George. La voiture volante se rapprocha du sol. Un soleil rouge et brillant commençait à luire à travers les arbres. Atterrissage, annonça Fred. Ils touchèrent le sol avec un léger sombresaut et s'immobilisèrent à proximité d'un garage délabré qui s'élevait au milieu d'une petite cour. Harry vit alors pour la première fois la maison de Ron. On aurait dit une vaste porcherie qui aurait été agrandie au fil du temps. Haute de plusieurs étages, la maison paraissait si bancale qu'elle ne semblait tenir que par magie. Ouh, ce qui est probablement le cas, songea Harry. 4 ou 5 cheminées se dressaient sur le toit rouge et un écriteau tordu planté près de l'entrée portait le nom de la maison, le terrier. Des bottes entassées en désordre et un vieux chaudron rouillé encadraient la porte. Quelques gros poulets bien gras picoraient dans la cour. Ce n'est pas très luxueux, dit Ron. C'est merveilleux, tu veux dire, s'exclama Harry d'un ton ravi en repensant à Private Drive. Ils sortirent de la voiture. Maintenant, on va monter là-haut sans faire de bruit, dit Fred, et on attendra que maman nous appelle pour le petit déjeuner. À ce moment-là, Ron, tu te précipites dans la cuisine en criant « Maman, regarde qui est arrivé cette nuit !» Elle sera ravie de voir Harry et personne ne saura qu'on a emprunté la voiture. D'accord, dit Ron. Viens, Harry, ma chambre et... Ron s'interrompit. Ses yeux se fixèrent sur la maison et son visage prit soudain une teinte verdâtre. Les 3 autres firent aussitôt volte-face. Ouais. Je sais pas si c'est monsieur, Mrs... Non, c'est madame. Madame. Madame Weasley traverse... MRS, c'est madame. Ok, merci beaucoup. Merci. Madame Weasley traversait la cour à grands pas, provoquant la panique parmi les poulets. La petite femme replète. Repelette peut-être, je sais pas, attends, j'ai pas la phrase sous les yeux. Replète. C'est quoi, c'est rondelette, c'est... Un peu dans le même genre, je pense, ouais. Ouais. Un peu style Baptiste. Oh, wow. tu es replé, Baptiste. Mais On non. en parlera après. Ah, mais ça marche. Ah, c'est-à-dire qu'elle a de bons points, quoi. Ouais, ok. Donc la petite femme replète au visage bienveillant semblait s'être brusquement transformée en une tigresse redoutable. Aïe, dit Fred. Ouh là 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 là, dit George. Oh putain, je vais pas y arriver avec ce Mrs. Weasley. Dis madame. Je vais pas y arriver. Vint se planter devant eux, les mains sur les hanches, regardant alternativement chacun de ses 3 fils qui baissait la tête d'un air coupable. Elle portait un tablier à fleurs avec une poche d'où dépassait une baguette magique. Alors, dit-elle ? Bonjour, maman, dit George en s'efforçant sans grand succès d'adopter un ton joyeux et conquérant. Est-ce que vous vous rendez compte que j'étais mort d'inquiétude ? Dit Madame Weasley dans un murmure impressionnant. Désolée, maman, mais tu sais, il fallait que chacun des 3 fils de Madame Weasley était plus grand qu'elle. Mais ils semblèrent se ratatiner sur place lorsque sa rage explosa. Les lits vides, pas le moindre mot. La voiture disparue. Imagine, en fait, qu'elle est en train d'hurler et que tu comprends, et ça se balance tellement tu comprends qu'un mot sur 2. Ouais, je reprends. Les lits vides, pas le moindre mot. La voiture disparue. Auriez pu avoir un accident. Folle d'inquiétude. Vous vous en fichez. Jamais vu ça. Attendez que votre père soit rentré. Jamais Bill, Charles ou Percy ne nous ont causé autant de soucis. Le préfet, Percy, marmonna Fred. Toi, tu ferais bien de t'inspirer de Percy un peu plus souvent, s'écria Madame Weasley en enfonçant l'index dans la poitrine de Fred. Vous auriez pu vous tuer, vous auriez pu vous faire repérer par les moldus, vous auriez pu faire perdre son travail à votre père. Elle sembla hurler aussi pendant des heures. Ainsi. Enfin, Ainsi, merci. Elle sembla hurler ainsi pendant des heures. Enfin, lorsqu'elle se fut cassé la voix, elle se tourna vers Harry qui eut un mouvement de recul. « Je suis vraiment très contente de te voir, Harry, dit-elle. Viens donc manger quelque chose, tu dois avoir faim. » Elle tourna sur ses talons et rentra dans la maison. Harry lança un regard inquiet à Ron qui lui fit un signe de tête pour l'encourager à la suivre. La cuisine était petite et encombrée. Une table et des chaises en bois brut occupaient le centre de la pièce. Harry s'assit sur le bord d'une chaise en regardant autour de lui. C'était la première fois qu'il pénétrait dans une maison de sorcier. La pendule accrochée au mur, en face de lui, n'avait qu'une seule aiguille et aucun chiffre. Tout autour du cadran, on pouvait lire diverses inscriptions.
heure du thé, heure de nourrir les poulets, ou tu es en retard. 3 rangées... C'est pas mal ça. 3 rangées de livres s'alignaient sur le manteau de la cheminée. Harry lut quelques-uns des titres. Comment ensorceler son fromage, la pâtisserie magique, festin minute en un coup de baguette. Une vieille radio posée à côté de l'évier annonçait l'émission Salut les sorciers avec la célèbre chanteuse Célestina Moldubec. Pardon. Ouais, Je me c'est souviens ça. pas de ça. Je me souviens pas qu'il y avait mis Célestina Moldubec dans Bien, ils feront bientôt un film sur. Les sorciers. Ouais, c'est ça. Dans un cliquetis de vaisselle, Toujours, Mrs. madame. Weasley Voilà. s'occupait à préparer le petit déjeuner avec de grands gestes désordonnés, jetant des saucisses dans la poêle et des regards furieux à ses 3 fils. De temps en temps, elle marmonnait quelque chose. Je me demande ce que vous avez dans la tête. Ou jamais je n'aurais pensé à une chose pareille. Toi, tu n'y es pour rien, mon pauvre chéri, dit-elle à Harry, en remplissant son assiette d'un gros tas de saucisses. Un peu plus mielleux la voix. Ouais, Toi, tu n'y es pour rien, mon pauvre chéri. c'est presque ça. C'est presque ça en plus. Arthur et moi, nous nous faisions du souci à ton sujet. Hier soir encore, nous nous sommes dit que nous irions te chercher nous-mêmes si vendredi tu n'avais pas répondu à Ron. Mais quand même, elle rajoutait 3 œufs au plat sur le tas de saucisses. Traverser la moitié du pays dans une voiture volante totalement interdite, n'importe qui aurait pu vous voir. Elle agita machinalement sa baguette magique en direction de l'évier où la vaisselle entassée commença à se laver toute seule. Viens chez moi, s'il te plaît. C'est pratique, hein, la magie. Ouais. Il y avait des... On serait en âge de pouvoir faire ça sans... Chut, C'est ça vrai, n'existe ouais. pas, je te dis. Je sais, Mm. Il y avait des nuages morts, dit Fred. Toi, tu ne parles pas la bouche pleine, répliqua sèchement Mrs. Weasley. Mais maman, il ne lui donnait rien à manger, dit George. Toi aussi, tu te tais. Madame Weasley paraissait un peu calmée lorsqu'elle coupa du pain qu'elle se mit à beurrer pour le donner à Harry. Au même moment, une petite silhouette aux cheveux roux, vêtue d'une chemise de nuit, apparut dans la cuisine, poussa un cri et ressortit en courant. C'est Ginny, dit Ron à voix basse en se tournant vers Harry. Ma sœur, elle a passé l'été à nous parler de toi. Elle veut ton autographe, Harry, dit Fred avec un sourire. Et pas que. Et il croisa... Oh, wow. Elle a 11 ans. Elle a Calme. 11 ans. Trop tôt, trop tôt. Et alors, ça travaille quand même. Trop tôt, trop tôt. Oui. Ça Les vous- garçons peut-être, mais les filles pas encore, je pense. Je suis désolé, maman, c'est pas ma faute, c'est eux. Ça va, Noémie? Oui, tout va bien. Il croisa alors le regard de sa mère et baissa la tête sans ajouter un mot. Le silence régna jusqu'à ce que les 4 assiettes aient été vidées. Ce qui... ce qui me met en joie et je meurs. Ce qui ne m'y garde temps. Je meurs. Ça va. Ouh là là, oui, ça va. Ouh là là, je suis fatiguée, dit Fred dans un bâillement en posant enfin son couteau et sa fourchette. Je crois que je vais aller me coucher et... Certainement pas, dit sèchement Madame Weasley. C'est entièrement ta faute si tu as passé la nuit sans dormir. Tu vas immédiatement aller dégnommer, oui tout à fait, c'est un vrai ça. terme. Tu vas immédiatement aller dégnommer le jardin. Ces horribles créatures ont encore tout envahi. Oh man! Et vous deux, vous allez l'aider, reprit-elle en jetant un regard furibond à Ron et à George. Toi, tu peux aller te coucher, mon chéri. Attends. Toi, tu peux aller te coucher, mon chéri, ajouta-t-elle à l'adresse de Harry. Ce n'est pas toi qui leur ai demandé de prendre cette maudite voiture. Mais Harry n'avait pas du tout sommeil. Ça me gratte l'œil. Ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Oh, T'as bientôt fini, courage. c'est désagréable. Je préférais aider Ron, dit-il précipitamment. Je n'ai jamais vu dégnommer un jardin. C'est très gentil à toi, mon chéri, mais c'est un travail très ennuyeux. Voyons un peu ce que Lockhart dit à ce sujet. Elle prit un gros volume sur la cheminée. George poussa un grognement. Man, on sait très bien que de nommer un jardin. Harry jeta un coup d'œil à la couverture du livre. Écrit en lettres d'or, il lut Gilderoy Lockhart, le guide des créatures nuisibles. Attends, je peux redire le titre, mais avec la voix que je veux faire avec Non. Gilderoy. Ah, s'il te plaît. Gilderoy Lockhart, Non, chacun le son guide tour. des créatures nuisibles. Chacun son tour. Mais vas-y, fais-le. Vas-y. Ouais, parce Non, qu'en plus, je sais chacun pas si son on va tour. l'avoir- si on va- Je sais pas si on va l'avoir cette séance. Je veux qu'on donne une preview. Mais Vas-y.
Gilderoy Lockhart, le guide des créatures nuisibles. J'avoue, c'est pas mal. Bon. C'est pas mal. Au-dessous, une grande photo montrait... Ouais, c'est ça, montrait un sorcier au visage séduisant avec des cheveux blonds ondulés et des yeux bleu clair. Comme toujours dans le monde des sorciers, la photo était animée. Gilderoy Lockhart ne cessait de lancer des clins d'œil coquins autour de lui. Le visage de Madame Weasley rayonnait. « Il est tellement merveilleux, dit-elle. Il sait tout sur les nuisibles, c'est un livre remarquable. » Ment a un faible pour lui, dit Fred dans un murmure parfaitement audible pour tout le monde. « Allons, Fred, ne sois pas ridicule, protesta Ah, Mrs. Weasley. Les joues rosissantes. Si vous pensez si vous pensez que vous en savez plus que Lockhart, allez-y, débrouillez-vous. Mais gare à vous si je trouve le moindre gnome dans le jardin quand j'irai faire mon inspection. » Bâillant et ronchonnant, les frères Weasley sortirent d'un pas traînant, suivis par Harry. Le jardin était grand et correspondait exactement à l'idée que Harry se faisait d'un jardin. Les Dursley ne l'auraient pas aimé du tout, il était envahi de mauvaises herbes et la pelouse avait grand besoin d'être tondue. Mais Harry était émerveillé par les arbres noueux plantés le long des murs et les massifs débordant de plantes et de fleurs qu'il n'avait encore jamais vus, sans compter la grande mare verte remplie de grenouilles. Tu as le droit de prendre en compte les virgules pour reprendre du souffle. C'est ce que j'allais dire, les virgules, je les ai un peu mangées. Ça se voit. Ouais, mais je m'attendais pas à une phrase aussi longue, tu vois. Les moldus aussi ont des gnomes dans leur jardin, dit Harry à Ron. Attends. Ah oui. C'est pas une question. Ouais. C'est une affirmation. C'est ça. Oui, j'en ai vu, dit Ron, penché sur un massif de pivoine. Mais ce ne sont pas de vrais gnomes. On dirait des petits Pères Noël grassouillés avec des brouettes et des cannes à pêche. Il y eut soudain une grande agitation dans les pivoines qui se mirent à remuer en tous sens, et Ron se redressa en tenant une créature à la main. Ça, c'est un vrai gnome, dit-il d'un air sombre. Fiche-moi la paix, grand fou, couina le gnome. Fais plus une voix de... Bah en fait une voix de gnome vraiment un malais. Fiche-moi la paix, fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix avec tes gros abominés. Il n'avait en effet rien à voir avec un Père Noël. Il était petit avec une peau comme du cuir et une grosse tête chauve couverte de verrues qui ressemblait à s'y méprendre à une pomme de terre. Ron le tenait à bout de bras tandis que la créature essayait de lui donner des coups de ses petits pieds noueux. Ron l'attrapa par les chevilles et le retourna la tête en bas. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre, dit-il. Il leva le gnome au-dessus de sa tête. Fiche-moi la paix, grand fou. Et le fit tourner comme un lasso. En voyant l'expression choquée d'Harry, Ron expliqua. Ça ne leur fait pas mal, simplement il faut leur donner le tournis pour qu'ils ne retrouvent plus le chemin de leur trou à gnome. Il lâcha les chevilles de la créature, celle-ci fit alors un vol plané de plusieurs mètres et atterrit avec un bruit sourd dans le champ qui s'étendait de l'autre côté de la haie. Ridicule, dit Fred, je te parie que j'arrive à lancer le mien plus loin que la souche d'arbre là-bas. Harry apprit très vite à ne pas trop éprouver de pitié pour les gnomes. Il décida de laisser simplement tomber de l'autre côté de la haie le premier qu'il attrapa, mais le gnome, sentant une faiblesse de sa part, lui planta dans le doigt ses dents tranchantes comme un rasoir et Harry dut secouer frénétiquement sa main pour essayer de lui faire lâcher prise jusqu'à ce que... Bravo Harry, tu as lancé au moins à 15 mètres. Bientôt les gnomes se mirent à voler en tous sens. C'était sympa une fois, puis ensuite, c'était quoi Ils ne sont pas très malins, dit George, qui en avait attrapé 5 ou 6 d'un coup. Dès qu'ils s'aperçoivent que le dégnomage a commencé, ils sortent de leur trou pour regarder ce qui se passe. Depuis le temps, on pensait qu'ils auraient appris à se cacher. La foule des gnomes qui avaient atterri dans le champ s'éloignait en désordre, le dos rond, la démarche incertaine. Ils reviendront, dit Ron, en les regardant disparaître dans la haie, à l'autre bout du champ. Ils adorent venir ici, papa est trop gentil avec eux, il les trouve drôles. Au même moment, la porte de la maison claqua. Il est revenu, dit George, papa est rentré. Ils traversent le jardin en courant et retournèrent à l'intérieur de la maison. Monsieur Weasley était affalé sur une chaise de la cuisine. Il avait enlevé ses lunettes et fermé les yeux. Il était mince et presque chauve, mais les quelques cheveux qui lui restaient étaient aussi roux que ceux de ses enfants.
Monsieur Weasley était vêtu d'une longue robe verte de sorcier, couverte de poussière et usée par les longs voyages. Quelle nuit, marmonna-t-il en attrapant la théière à tâtons. Tout le monde s'assit autour de la table. 9 interventions, s'exclama Monsieur Weasley. 9. Un certain Mundugus Fletcher. Mondingus. Mondingus, merci, Mondingus Fletcher a essayé de me jeter un sort pendant que j'avais le dos tourné. Il avala une longue gorgée de thé et poussa un profond soupir. Tu as trouvé quelque chose, papa demanda Fred avec intérêt. Oh, quelques clés rétrécissantes et une bouilloire mordeuse, répondit Monsieur Weasley en bâillant. Qui est-ce qui s'amuse à fabriquer des clés rétrécissantes s'étonna George. Oh, c'est un simple attrape-moldu, soupira Monsieur Weasley. Ils leur vendent des clés qui finissent par disparaître à force de rétrécir et les moldus n'arrivent plus à mettre la main dessus. Je t'arrête quelques secondes, moi j'ai une partie en plus là. Ah. Ouais. Vas-y. Il y a eu pas mal de sales histoires qui ne relèvent pas de mon département. Morlac a dû répondre à quelques questions concernant des furets très étranges, mais c'est du ressort de la commission des sortilèges expérimentaux. Dieu merci. Et là, après, ça continue sur qui est-ce qui s'amuse à fabriquer des clés rétrécissantes. Ok. C'est traduction changeante, je sais pas. Ah. Bien sûr, il est très difficile de faire condamner qui que ce soit. Aucun moldu ne voudra jamais admettre que ces clés rétrécissent. Ils sont persuadés qu'ils les ont perdues. Heureusement, ils sont prêts à croire n'importe quoi quand il s'agit de nier la magie, même lorsqu'elle leur crève les yeux. Mais c'est fou le nombre d'objets que les sorciers s'amusent à transformer. Les voitures, par exemple. Mrs. Weasley venait d'apparaître dans la cuisine. Elle tenait à la main un long tisonnier qu'elle brandissait comme une épée. Monsieur Weasley ouvrit soudain des yeux ronds et regarda sa femme d'un air coupable. Les voitures, ma chérie ? Parfaitement, Arthur. Les voitures, dit Mrs. Weasley, les yeux flamboyants. Imagine un sorcier qui achèterait une vieille voiture rouillée en disant à sa femme qu'il veut simplement la démonter pour voir comment c'est fait, alors qu'en réalité, il s'amuse à la trafiquer pour la faire voler. Monsieur Weasley cligna des yeux. Tu sais, ma chérie, un sorcier qui ferait ça ne violerait pas la loi, même si il aurait dû dire la vérité à sa femme. Il y a une lacune dans la loi quand on y regarde de près. Ouh, il y a une lacune dans la loi quand on y regarde de près. Du moment qu'il n'y a pas l'intention de faire voler la voiture, le fait qu'elle puisse voler ne... Arthur Weasley, c'est toi qui t'as arrangé pour qu'il y ait une lacune dans la loi lorsque tu l'as rédigée, s'écria Mrs. Weasley. Simplement pour que tu puisses continuer tes bricolages avec tous ces machins de moldus qu'il y a dans ton garage. Et pour ton information personnelle, je te signale que Harry est arrivé ce matin dans la voiture et que tu n'avais pas l'intention de faire voler. Que tu n'avais pas l'intention de faire voler. Harry, dit Monsieur Weasley sans comprendre. Harry qui ? Et il regarda autour de lui et sur sa table en voyant enfin Harry. Dieu du ciel, c'est Harry Potter, ravi de faire ta connaissance. T'imagines, Oui. ça fait 5 minutes qu'ils sont en train de parler, où il raconte sa journée, il s'est pas rendu compte qu'au milieu de ses trois fils, il y en a un de plus. Bah, en même temps, s'il a Et fait qu'il des est pas heures roux. sup, le pauvre... À force de faire des heures sup, je pense que au bout Ouais. d'un moment, Il est éclaté. Voilà, et là il vient de se poser, il a enlevé les chaussures qui puent, il en pouvait plus quoi. Totalement. Il a pas pu. Ron nous a tellement parlé de toi. Tes fils sont allés chercher Harry chez lui dans cette voiture volante, s'exclama Mrs. Weasley. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? Vraiment ? Vous l'avez fait voler ? Dit Monsieur Weasley très intéressé. Et elle a bien marché ? Je veux dire, balbutia-t-il. C'est trop dur comme mot ça. Balbutia-t-il. Non. balbutia. Ouais, bah non. Ah, C'est pas français. Oh, je l'enlève, tac, il n'existe pas. Balbutia-t-il En voyant les aux yeux- yeux de sa femme. En voyant les yeux de sa femme lancer des éclairs. C'est très mal les enfants, vraiment très mal. Viens, il vaut mieux les laisser, chuchota Ron à l'oreille de Harry, tandis que Madame Weasley enflait comme un crapaud buffle. Je vais te montrer ma chambre. Ils se glissèrent hors de la cuisine et suivirent un couloir étroit jusqu'à un escalier aux marches bancales qui montaient en zigzag dans les étages. Au deuxième, une porte était entr'ouverte. Harry eut le temps d'apercevoir des yeux brillants qui le regardaient, puis la porte se referma en claquant. « Ginny, dit Ron, c'est vraiment bizarre qu'elle soit si timide. D'habitude, on n'arrive pas à la faire taire. » Ils montèrent encore 2 volets de marche avant d'arriver devant une porte à la peinture écaillée sur laquelle était écrit « Chambre de Ronald ». McDonald's.
Ronald. Et pas McDonald's, enfin non. Harry entre dans la pièce. Pardon. Même moi, je savais. J'ai la blague, c'est pour ça, là. J'ai hâte que ça se finisse. Alors attends, je regarde. C'est bientôt fini, je pourrai aller manger, cool. Harry entra dans la pièce. Sa tête touchait presque le plafond incliné qui épousait la forme du toit. Ébloui, il cligna des yeux. Il avait l'impression d'avoir pénétré dans une fournaise. Presque tout dans la chambre de Ron avait une couleur orange clair. Le couvre-lit, les murs et même le plafond. Harry remarqua alors que Ron avait presque entièrement recouvert le papier miteux des murs avec des affiches représentant 7 mages et sorciers, toujours les mêmes, tous vêtus de robes orange et tenant à la main des balais qui brandissaient avec énergie. C'est ton équipe de Quidditch préférée demanda Harry. Les canons de Chudley. Oh, excusez-moi. Chudley. Chudley. Ouais, tu dis comme si tu disais Chad, sauf que c'est Chud à la place. Ok. Les canons de Chudley, Très dit bien. Ron en montrant le couvre-lit orange brodé de 2 grands C et d'un boulet de canon. Ils sont 9e au championnat. Les livres de magie... Oui. C'est-à-dire dernier. Les livres de magie de Ron étaient entassés en désordre à côté d'une pile de BD, qui semblait toutes avoir pour héros Martin Miggs, le moldu fou. La baguette magique de Ron était posée sur un aquarium rempli de têtards installé sur le rebord de la fenêtre, à côté de Croutard, son gros rat gris qui somnolait dans un rayon de soleil. Chut. Trop tôt. Sur un aquarium, j'aurais pas fait moi, mais... Non, Plouf. Plouf. Bon. Harry enjamba un jeu de cartes auto-battante étalé sur le sol et regarda à travers la minuscule fenêtre. Comment ça, un jeu de cartes auto-battante? Bah, c'est la magie. Et... Battre les D'accord. cartes, c'est les mélanger. Et ça se mélange tout seul. C'est quand Ah tu, ouais, c'est donc quand elle... tu ok. mélanges les cartes. Ok. Dans le 4... non, n'importe quoi. Dans le champ, tout en bas, il aperçut une bande de gnomes qui se glissaient un par un à travers la haie du jardin des Weasley. Il se tourna ensuite vers Ron, qui le regardait d'un air anxieux, comme s'il attendait son opinion. « C'est un peu petit, dit précipitamment Ron. Pas comme la chambre que tu avais chez les Moldus, et je suis juste sous le grenier où habite la goule. Elle n'arrête pas de taper sur les tuyaux et de grogner. » Mais Harry eut un large sourire. « C'est la plus belle maison que j'ai jamais vue, dit-il. Les oreilles de Ron... Oh, dit-il. Les oreilles de Ron prit alors une couleur rosé vif. Et je vous lâche l'antenne. Hop. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête là pour cette fois-là? T'es fatigué? Pas forcément, mais ça fait 1 heure. Oh, un petit dernier? Allez, on Bon, bah, continue. écoute, Cool. Hop. Allez, je prends la suite. Bois beaucoup d'eau, Nono, pour pas perdre Oui. ta gorge. Ouais, je vais y aller là. Je vais vous reprendre sur le téléphone, je vais aller me faire manger en même temps. Hop. Ça marche. Discord. Chapitre 4. Chez Fleury et Botte. La vie au terrier n'avait rien à voir avec celle que Harry avait connue à Private Drive. Les Dursley tenaient à ce que tout soit propre et en ordre, alors que la maison des Weasley baignait dans l'étrange et l'imprévisible. Harry fut stupéfait la première fois que le miroir au-dessus de la cheminée de la cuisine lui cria « Remets ta chemise dans ton pantalon, espèce de débraillé !» La goule qui habitait le grenier se mettait à hurler et à jouer avec des tuyaux de plomb chaque fois que la maison lui paraissait trop calme. Et les petites explosions qu'on entendait retentir de temps à autre dans la chambre de Fred et George étaient considérées comme parfaitement normales. Ce que Harry trouvait le plus insolite, cependant, ce n'était pas le miroir parlant, ni la goule turbulente, mais plutôt le fait que tout le monde semblait avoir de la sympathie pour lui. Madame Weasley s'inquiétait de l'état de ses chaussettes et essayait de le forcer à reprendre 4 fois de chaque plat. Monsieur Weasley aimait bien que Harry prenne place à côté de lui, pendant le dîner, pour pouvoir le bombarder de questions sur la vie chez les Moldus, en lui demandant notamment comment marchaient les prises de courant ou le service postal. Fascinant, s'exclamait-il, lorsque Harry lui expliquait le fonctionnement du téléphone. Très ingénieux, vraiment. Cette façon qu'ont les Moldus de se débrouiller sans avoir recours à la magie. Un beau matin, alors qu'il avait déjà passé une semaine au terrier, il eut des nouvelles de Poudlard. Lorsqu'il descendit prendre son petit déjeuner en compagnie de Ron, il trouva Monsieur et Madame Weasley assis avec Ginny à la table de la cuisine. Il y eut alors un grand bruit. En voyant Harry, Ginny avait fait involontairement tomber son bol de céréales sur le sol. D'une manière générale, Ginny avait une très nette tendance à faire tomber toutes sortes d'objets chaque fois que Harry entrait dans une pièce où elle se trouvait déjà.
Elle plongea aussitôt sous la table pour récupérer son bol. Lorsqu'elle réapparut, le teint de son visage évoquait la couleur du soleil couchant. Mais Harry fit comme s'il n'avait rien remarqué. Il s'assit et prit les toasts que Madame Weasley lui offrit. « Vous avez une lettre de l'école » dit Madame Weasley en donnant à Ron et à Harry 2 enveloppes identiques en parchemin jauni sur lequel leur nom était écrit à l'encre verte. « Dumbledore sait déjà que tu es ici, Harry. Rien ne lui échappe. Vous aussi, vous avez du courrier, ajouta-t-elle lorsque Fred et George entrèrent à leur tour dans la cuisine, encore vêtus de leurs pyjamas. Pendant quelques minutes, un grand silence accompagna la lecture des lettres. Seul de Harry lui indiquait qu'il devait prendre le Poudlard Express à la gare de King Cross, comme d'habitude, à la date du 1er septembre. Elle contenait également la liste des nouveaux livres qui lui seraient nécessaires au cours de l'année. Les élèves de 2e année devront se procurer les ouvrages suivants. Oula, il y a toute la liste. Le livre des sorts et enchantements, niveau 2, par Miranda Fauconnette. Flânerie avec le spectre de la mort, par Gilderoy Lockhart. Vadrouille avec les ghouls, par Gilderoy Lockhart. Vacances avec les harpies, par Gilderoy Lockhart. Randonnée avec les trolls, par Gilderoy Lockhart. Voyage avec Dentyre, par Gilderoy Lockhart. Promenade avec les loups-garous, par Gilderoy Lockhart. Une année avec le Yeti, par Gilderoy Lockhart. Spoiler, c'est tous les mêmes. En même temps, vu ce qu'il y a dedans. Fred, qui avait fini de lire sa propre liste, jeta un coup d'œil à la lettre de Harry par-dessus son épaule. « Toi aussi, tu dois acheter tous les livres de Lockhart, dit-il. Le nouveau prof de défense contre les forces du mal doit être un de ses fans, c'est sûrement une sorcière. » Fred croisa alors le regard de sa mère et préféra s'intéresser aux pots de confiture sans inciter davantage. « Tout ne va pas être très bon marché, dit George en lançant un rapide coup d'œil à ses parents. Les livres de Lockhart sont hors de prix. On s'arrangera, dit Madame Weasley, mais elle paraissait préoccupée. Je pense que nous pourrons acheter la plupart des affaires de Ginny d'occasion. Ah bon, tu vas à Poudlard cette année demanda Harry à Ginny. Elle acquiesça d'un signe de tête en rougissant jusqu'à la racine de ses cheveux flamboyants, et posa le coude dans le beurre. Heureusement, Harry fut le seul à la remarquer, car au même moment, Percy, le frère aîné de Ron, entra dans la cuisine. Il était déjà habillé, son insigne de préfet de Poudlard épinglé sur son débardeur en tricot. « Bonjour tout le monde !» dit-il d'un ton énergique. « Belle journée !» Il s'assit à la seule place libre, mais il se releva d'un bond en ôtant de la chaise un vieux plumeau gris. Ce fut tout au moins ce que Harry crut voir jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que la chose respirait. « Errol !» s'exclama Ron en prenant le hibou inerte dans ses bras et en enlevant la lettre glissée sous son aile. « Enfin, il rapporte la réponse d'Hermione. Je lui ai écrit pour lui dire qu'on allait essayer de te délivrer de chez les Dursley. » Il porta Errol jusqu'à son perchoir fixé à la porte de derrière et essaya de le poser dessus, mais le hibou retomba aussitôt et Ron dut l'étendre sur la paillasse de l'évier. « Lamentable, marmonna-t-il. Il ouvrit ensuite la lettre d'Hermione et la lut à haute voix. « Cher Ron et Harry, si tu es là, j'espère que tout s'est bien passé, que Harry va bien et que tu n'as rien fait d'illégal pour sortir de là. Non. Sinon, lui aussi aurait des ennuis. Je suis très inquiète, et si Harry est en sûreté, dis-le-moi très vite. Mais tu ferais peut-être bien d'envoyer un autre hibou, car celui-là risque fort de ne pas survivre à une tournée supplémentaire. Je suis très absorbé par le travail scolaire, bien sûr. Quelle idée, commenta Ron avec horreur, on est en vacances. Et j'irai à Londres mercredi prochain avec mes parents acheter les nouveaux livres pour la rentrée. On pourrait peut-être se retrouver sur le chemin de traverse. Dépêche-toi de me raconter ce qui s'est passé. Amitié, Hermione. Tout ça me paraît très bien, nous n'aurons qu'à aller chercher vos affaires le même jour, dit Madame Weasley en commençant à se débarrasser la table. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Harry, Ron, Fred et George avaient l'intention de monter sur la colline où les Weasley possédaient un petit pré entouré d'arbres qui le cachaient à la vue des habitants du village. Là, ils pourraient s'entraîner au Quidditch à condition de ne pas voler trop haut. Il leur était impossible en revanche de se servir de véritables balles de Quidditch qui risquaient de s'échapper et de trahir leur présence. À la place, ils se jetaient des pommes qu'ils s'exerçaient à rattraper. Chacun volait à tour de rôle sur le nimbus 2000 de Harry. C'était de très loin le meilleur balai dont il disposait. La vieille étoile filante de Ron se faisait souvent dépasser par des papillons. 5 minutes plus tard, ils montaient le flanc de la colline, leur balai sur l'épaule. Ils avaient demandé à Percy s'il voulait se joindre à eux, mais il avait répondu qu'il était trop occupé. Jusqu'à présent, Harry n'avait vu Percy qu'aux heures de repas. Le reste du temps, il restait enfermé dans sa chambre. « J'aimerais bien savoir ce qu'il fabrique, » dit Fred en fronçant les sourcils. « Je ne le reconnais plus. Les résultats de ses examens lui ont été envoyés la veille de ton arrivée. Il a obtenu 12 buses
et s'en est à peine vanté. Brevet universel de sorcellerie élémentaire, expliqua George en voyant le regard interrogatif de Harry. Bill aussi en avait obtenu 12. Si on n'y prend pas garde, on va avoir un autre préfet en chef dans la famille. Je crois que je ne survivrai pas à cette infamie. Bill était l'aîné des frères Weasley. Lui et Charlie, le frère cadet, avaient déjà terminé leurs études à Poudlard. Harry ne les avait jamais rencontrés, mais il savait que Charlie étudiait les dragons en Roumanie et que Bill était en Égypte où il travaillait pour Gringotts, la banque de sorciers. Je me demande comment papa et maman vont se débrouiller pour acheter nos fournitures scolaires cette année, dit George. Tous les livres de Lockhart en 5 exemplaires en plus. Ginny va avoir besoin de robes, d'une baguette magique et de tout le reste. Harry resta silencieux. Il se sentait un peu mal à l'aise. L'un des coffres de la banque de Gringotts, à Londres, renfermait une petite fortune que ses parents lui avaient léguée. Bien sûr, c'était seulement en monnaie de sorcier qu'il était riche. On ne pouvait pas utiliser des galions et les mornilles ou les noises dans les magasins de moldus. Il s'était abstenu pourtant de révéler aux Dursley l'existence de son compte en banque à Gringotts. À son avis, leurs aversions pour tout ce qui touchait à la magie n'auraient pas été jusqu'à dédaigner un gros tas d'or. Le mercredi suivant, Madame Weasley les réveilla de bonne heure. Après avoir avalé chacun une demi-douzaine de sandwichs au bacon, ils enfilèrent leurs vestes et Madame Weasley prit un pot de fleurs vide posé sur la cheminée. Il ne nous en reste plus beaucoup, Arthur, soupira-t-elle, en regardant au fond du pot. Il faudra qu'on en rachète aujourd'hui. En tout cas, les invités d'abord. Après toi, Harry, mon chéri. Elle lui présenta le pot de fleurs. Qu'est-ce que je dois faire balbutia-t-il. Il n'a jamais pris la poudre cheminette, s'exclama soudain Ron. Désolé, Harry, j'avais oublié. Jamais s'étonna Monsieur Weasley. Comment tu fais pour aller acheter tes affaires sur le chemin de traverse l'année dernière? J'ai pris le métro. Vraiment? Dit Monsieur Weasley très intéressé. Est-ce qu'il y a des escapators? Comment ça marche? Je t'en prie, Arthur, pas maintenant, coupa Madame Weasley. La poudre de cheminette, ça va beaucoup plus vite, mon chéri. Mais si tu ne t'en es jamais servi, ça se passera très bien, maman, dit Fred. T'inquiète pas. Harry, tu n'auras qu'à regarder comment on fait. Il prit dans le pot de fleurs une pincée de poudre étincelante, s'avança vers le feu qui brûlait dans la cheminée et jeta la poudre au milieu des flammes. Dans une sorte de grondement, le feu se teinta alors d'une couleur vert émeraude. Il s'éleva soudain plus haut que Fred, qui pénétra dans la cheminée en criant « Chemin de traverse !» avant de disparaître. « Il faudra parler bien fort quand tu donneras l'adresse, mon chéri, » dit Madame Weasley à Harry, pendant que George plongeait la main dans le pot de fleurs. « Et fais attention de ne pas te tromper d'âtre. »« De quoi ?» demanda Harry d'un ton inquiet, tandis que les flammes grondaient à nouveau en emportant George. « Il y a beaucoup de cheminées chez les sorciers. Mais si tu articules clairement, il se doublera très bien, Molly, ne l'ennuie pas, dit Monsieur Weasley, en prenant à son tour une pincée de poudre. Mais chérie, si jamais il se perd, qu'est-ce que nous dirons à son oncle et sa tante? Il s'en ficherait complètement, la rassura Harry. Dudley trouverait la plaisanterie excellente si jamais je me perdais dans les conduits d'une cheminée. Ne vous inquiétez pas pour ça. Très bien, dans ce cas, tu n'as qu'à partir avec Arthur, dit Madame Weasley. Dès que tu pénétras dans les flammes, annonce bien fort ta destination. Et garde le bras le long du corps, conseilla Ron. Et ferme les yeux, ajouta Madame Weasley, à cause de la... Attends. À cause de la suie, voilà. Et ne bouge pas, sinon tu risques de tomber dans une mauvaise cheminée, dit Ron. Mais surtout, ne panique pas et ne sors pas trop tôt. Attends le moment où tu verras Fred et George. En s'efforçant de garder tous ses conseils en mémoire, Harry prit une pincée de poudre de cheminette et s'approcha du feu. Il inspira profondément, jeta la poudre dans l'âtre et fit un pas en avant. Les flammes n'étaient pas plus chaudes qu'une brise tiède. Il ouvrit la bouche pour donner l'adresse et avala aussitôt un nuage de cendres. Chemin de balbutia-t-il en toussant. Il eut alors l'impression d'être aspiré dans un tourbillon géant. Il lui sembla qu'il tournait sur lui-même à toute vitesse dans un grondement assourdissant. Il essaya de garder les yeux ouverts, mais les flammes vertes lui dansaient devant ses yeux et lui donnaient mal au cœur. Son coude heurta quelque chose de dur, et il colla ses bras le long du corps en continuant de tourner. À présent, c'était comme si des mains glacées le giflaient à toute volée. Il entrouvit les yeux derrière ses lunettes et vit défiler un flot indistinct de cheminées qui lui laissait apercevoir en un éclair des maisons inconnues. Les sandwichs au bacon remuaient dangereusement dans son estomac. Il referma les yeux, espérant de toutes ses forces que tout s'arrête enfin. Et tomba tête la première sur un sol de pierre froide
en sentant ses lunettes se briser sous le choc. Meurtri, étourdi, couvert de suie, il se releva avec précaution, en maintenant ses lunettes cassées contre son nez. Il n'y avait personne autour de lui, et il n'avait aucune idée de l'endroit où il avait atterri. Il se trouvait au milieu d'un foyer de cheminée, dans un endroit mal éclairé qui paraissait être une grande boutique de sorciers. Mais rien de ce qui était exposé là n'avait la moindre chance de ne jamais figurer sur une liste de fournitures du collège Poudlard. Dans une vitrine proche, il y avait une main desséchée, posée sur un coussin, un jeu de cartes taché de sang et un gros œil de verre. Des masques sinistres accrochés au mur semblaient jeter des regards sournois. Un assortissement d'ossements humains était disposé sur le comptoir et toutes sortes d'instruments pointus et rouillés pendaient du plafond. Pire encore, la rue étroite et sombre que Harry apercevait de l'autre côté de la vitrine n'avait strictement rien à voir avec le chemin de traverse. Il fallait sortir d'ici le plus vite possible. Le nez toujours douloureux après sa chute, Harry se glissa silencieusement vers la porte de la boutique. Il n'était encore qu'à mi-chemin lorsqu'il aperçut à travers la vitrine deux silhouettes qui s'apprêtaient à entrer. Or, l'un des deux arrivants était la dernière personne qu'il aurait voulu rencontrer dans l'état où il se trouvait. Égaré, couvert de suie et les nez cassés, il s'agissait en effet de Drago Malfoy. Harry jeta un bref coup d'œil autour de lui et repéra une grande armoire noire à sa gauche. Il se précipita à l'intérieur et referma les portes sur lui, en laissant une mince ouverture à travers laquelle il pouvait voir ce qui se passait dans la boutique. Quelques instants plus tard, une cloche sonna et Malfoy entra. L'homme qui le suivait ne pouvait être que son père. Il avait le même visage pointu au teint pâle, les mêmes yeux gris et froids. Monsieur Malfoy traversa la boutique en jetant un regard nonchalant sur les objets exposés et agita une clochette posée sur le comptoir. « Ne touche à rien, Drago, » dit-il en se tournant vers son fils. « Je croyais que tu voulais me faire un cadeau, » répondit Malfoy qui avait tendu la main vers l'œil de verre. « Je t'ai dit que j'allais t'acheter un balai de course, » dit son père en tapotant des doigts sur le comptoir. « À quoi bon si je ne suis même pas dans l'équipe du collège ?» répliqua Malfoy avec mauvaise humeur. « Harry Potter, lui, a eu un imbus 2000 l'année dernière, par autorisation spéciale de Dumbledore pour qu'il puisse jouer dans l'équipe de Gryffondor. Il n'est même pas si bon que ça, c'est simplement parce qu'il est célèbre. Célèbre à cause de cette stupide cicatrice sur le front. » Malfoy se pencha pour examiner une étagère remplie de crânes humains. Tout le monde est persuadé qu'il est tellement intelligent, le merveilleux Potter, avec sa cicatrice et son balai. « Tu m'as déjà répété ça une bonne douzaine de fois, » dit Monsieur Malfoy en jetant à son fils un regard noir. « Je te rappelle qu'il n'est guère prudent de ne pas manifester la plus grande admiration pour Harry Potter, étant donné que la plupart d'entre nous le considèrent comme un héros qui a fait disparaître le Seigneur des Ténèbres. Ah, Monsieur Barjot !» Un homme aux épaules voûtées venait d'apparaître derrière le comptoir. D'un geste de la main, il ramena en arrière les longs cheveux gras qui lui tombaient sur le front. « Monsieur Malfoy, quel plaisir de vous revoir !» dit Monsieur Barjot d'une voix aussi huileuse que ses cheveux. « Je suis ravi, vraiment. Et le jeune Monsieur Malfoy est là également, j'en suis enchanté. Que puis-je faire pour vous? Il faut absolument que je montre ce que je viens de recevoir aujourd'hui, même à un prix très raisonnable. » Cette fois, Monsieur Barjot, je n'achète pas, je vends, coupa Monsieur Malfoy. Vous vendez? Le sourire de Monsieur Barjot s'effaça quelque peu. Vous savez sûrement que le ministère multiplie les perquisitions, dit Monsieur Malfoy en sortant de sa poche un rouleau de parchemin qu'il déroula pour le faire lire à Monsieur Barjot. Or, il se trouve que j'ai chez moi quelques, disons, objets qui pourraient me causer d'éventuels désagréments si jamais le ministère s'avérait de... Monsieur Barjot fixa un pince-nez devant ses yeux et examina la liste. Le mystère n'irait quand même pas s'en prendre à vous, monsieur. Personne n'est encore venu fouiner chez moi. Le nom de Malfoy continue d'imposer un certain respect. Mais le mystère se montre de plus en plus inquisiteur. On parle d'un nouvel acte de protection des Moldus. Il ne fait aucun doute que ce loqueteux d'Arthur Weasley se trouve derrière tout ça. Il adore les Moldus, l'imbécile. Harry sentit une bouffée de colère monter en lui. Comme vous le voyez, certains de ces poisons pourraient laisser croire... Bien sûr, monsieur, je comprends, dit Monsieur Barjot. Voyons cela. Est-ce que je peux avoir ça? Coupa Drago en montrant du doigt la main desséchée posée sur le coussin. Ah, la main de gloire, s'exclama Monsieur Barjot en laissant tomber la liste de Monsieur Malfoy pour se précipiter vers Drago. Lorsqu'on met une bougie allumée entre ses doigts, seul celui qui la tient peut bénéficier de sa lumière. Les autres restent dans le noir.
Un avantage inestimable pour les voleurs et les pillards. Votre fils a beaucoup de goût, monsieur. J'espère qu'il deviendra autre chose qu'un voleur ou un pillard, répondit froidement monsieur Malfoy. Je ne voulais pas être désobligeant, monsieur, croyez-le bien, s'empressa d'ajouter monsieur Barjou. Mais après tout, c'est peut-être ce qui l'attend s'il ne travaille pas mieux en... Ah, pardon. Mais après tout, c'est peut-être ce qui l'attend s'il ne travaille pas mieux en classe, reprit monsieur Malfoy plus froidement que jamais. N'est pas ma faute, répliqua Drago. Les profs ont tous des chouchous, c'est Hermione Granger par exemple. Je pensais que tu aurais honte qu'une fille qui ne vient même pas d'une famille de sorciers obtienne de meilleurs résultats que toi à chaque examen, lança sèchement monsieur Malfoy. Harry était si content de voir Drago furieux et déconfit qu'il faillit laisser échapper une exclamation de joie. C'est comme partout, dit monsieur Barjot de sa voix doucereuse, ok d'accord. Ouais. Les sorciers de souche sont de moins en moins respectés. Pas pour moi, combat monsieur Malfoy, l'air hautain. Pas moi non plus, ajouta monsieur Barjot en s'inclinant profondément. Dans ce cas, nous pourrons peut-être revenir à la liste que je vous ai confiée, dit monsieur Malfoy d'un ton sans réplique. Je dois vous avouer que je suis quelque peu pressé par le temps, Barjot. Il y a des affaires importantes qui m'attendent ailleurs. Ils commencèrent alors à marchander. Les conneries. Harry voyait avec inquiétude Drago s'approcher de plus en plus de sa cachette, à mesure qu'il examinait les objets exposés dans la boutique. Il contempla d'abord un rouleau de corde pendu, puis lut avec un sourire narquois le carton posé devant un magnifique collier d'opale. Ne pas toucher, objet ensorcelé, ce collier a provoqué la mort de 19 moldus auxquels il a appartenu. Oh, ah ouais. Drago vit alors l'armoire qui se trouvait face à lui. Il s'avança, tendit la main vers la poignée de la porte. « Marché conclu !» dit monsieur Malfoy au même instant. « Viens Drago, on s'en va !» Harry s'essuya le front d'un revers de manche en voyant Drago s'éloigner. « Je vous souhaite le bonjour, monsieur Barjot. Nous vous attendons demain au manoir pour venir prendre tout ça. » Dès l'instant où la porte de la boutique se fut refermée, monsieur Barjot abandonna ses manières onctueuses. « Le bonjour toi-même, Mr. Malfoy. C'est ce qu'on dit est vrai, tout ce que tu m'as vendu ne représente pas la moitié de ce que tu caches dans ton manoir. » La mine sombre, monsieur Barjot disparut au fond du magasin en marmonlant des paroles incompréhensibles. Harry attendit un bon moment au cas où il serait revenu, puis en prenant garde de faire le moindre bruit possible, il se glissa hors de l'armoire, se faufila entre les objets exposés dans leur vitrine et sortit de la boutique. Il colla ses lunettes cassées contre son nez et regarda autour de lui. Il se trouvait dans une ruelle minable qui semblait entièrement constituée de magasins consacrés à la magie noire. Celui qui venait de quitter, et dont l'enseigne portait le nom Barjot et Burke, était le plus grand de tous. En face, une horrible vitrine exposait des têtes réduites, et un peu plus loin, une grande cage de verre était remplie d'araignées vivantes géantes. Deux sorciers, à l'allure miteuse, dissimulés dans l'ombre d'une porte, observaient Harry en se parlant à voix basse. De plus en plus mal à l'aise, Harry, qui s'efforçait de maintenir ses lunettes contre son nez, se mit en chemin dans l'espoir bien illusoire de trouver tout seul le moyen de sortir de là. Une vieille pancarte en bois accrochée au-dessus d'une boutique qui vendait des chandelles venimeuses lui apprit qu'il se trouvait dans l'allée des embrumes. Mais le renseignement ne pouvait lui être d'aucune utilité. Jamais il n'avait entendu parler de cet endroit. Sans doute les cendres qu'il avait avalées dans la cheminée des Weasley l'avaient empêché d'articuler clairement sa destination. Essayant de conserver son sang-froid, il se demanda ce qu'il convenait de faire. « Tu es perdu, mon chéri, dit alors une voix dans son oreille. Il sursauta. Une vieille sorcière est apparue devant lui, portant un plateau rempli d'ongles humains. Elle le regarda d'un œil torve en découvrant des dents gâtées. Harry eut un mouvement de recul. « Non, non, tout va bien, je suis simplement... »« Harry! Qu'est-ce que tu fais ici ?» Harry sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Surpris, la sorcière sauta en l'air, renversant ses ongles qui lui tombèrent en cascade sur les pieds. Elle poussa un juron, tandis que la carcasse massive de Hagrid, le garde-chasse de Poudlard, s'avançait vers eux à grands pas. Au-dessus de sa grosse barbe hirsute, ses yeux noirs lançaient des éclairs. « Hagrid !» s'exclama Harry avec soulagement. « J'étais perdu, la poudre de cheminette !» Hagrid saisit Harry par la peau du cou et l'éloigna de la sorcière, après lui avoir fait sauter le plateau des mains. Les hurlements de la vieille harpie les suivirent tout au long de l'allée tortueuse, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à la lumière du soleil. Harry distingua alors une forme familière un peu plus loin,
la banque Gringotts. Hagrid l'avait ramené sur le chemin de traverse. Tu es dans un état épouvantable, ronchonna Hagrid. Il épousseta ses vêtements couverts de suie de Harry avec une telle vigueur qu'il le projeta contre un tonneau rempli de boue de bouse de dragon, à la devanture d'un apothicaire. Qu'est-ce qui t'a pris de promener dans l'allée des embrumes? C'est un endroit très mal famé. Il ne faut surtout pas que quelqu'un te voie là-bas. Je m'en suis aperçu, répondit Harry en se baissant pour éviter Hagrid qui voulait continuer à l'épousseter. Je vous ai dit que j'étais perdu, et vous, qu'est-ce que vous faisiez là? Je cherchais un produit contre les limages mangeuses de chair, grogna Hagrid. Elles dévorent tous les choux dans le potager de l'école. Je n'ai quand même pas venu tout seul. J'étais avec les Weasley, mais on a été séparés, expliqua Harry. Il faut que je les retrouve. Ils se mirent à marcher le long de la rue. Comment ça se fait que tu n'aies pas répondu à mes lettres? Demanda Hagrid. Harry, qui avait du mal à suivre les grandes enjambées du géant, lui racontait la visite de Dobby et ce que les Dursley lui avaient fait subir. Maudit moldu, maugréa Harry. Si j'avais su. Harry, Harry, par ici! Harry leva la tête et vit Hermione Granger en haut des marches qui menaient à l'entrée de Gringotts. Elle se précipita à sa rencontre, ses cheveux bruns et touffus volaient derrière elle comme une bannière. Qu'est-ce qui arrive à tes lunettes? Bonjour Hagrid. Ça fait tellement plaisir de vous revoir tous les deux. Tu vas chez Gringotts, Harry? Oui, dès que j'aurai retrouvé les Weasley. C'est comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait, dit Hagrid avec un sourire. En effet, Ron, Fred, George, Percy et Madame Weasley émergèrent de la foule et coururent vers eux. Harry, s'exclama M. Weasley hors d'haleine, on espérait tous que tu n'avais pas atterri trop loin. Il éponja son crâne chauve et luisant. Molly dans tous ses états. Ah, la voilà. Où est-ce que tu t'es retrouvé? Demanda Ron. Dans l'allée des embrumes, répondit Harry d'un air sombre. Formidable! S'exclamèrent Fred et George d'une même voix. Nous, on n'a jamais eu le droit d'y aller, dit Ron avec envie. J'espère bien, il ne manquerait plus que ça, grogna Hagrid. Madame Weasley apparut enfin, courant à toutes jambes, Ginny accrochée à son bras. Oh Harry, mon petit chéri, tu aurais pu atterrir Dieu sait où. Le souffle court, elle sortit une brosse à habits de son sac à main et entreprit de débarrasser ses vêtements de la suie, que Hagrid n'avait pas réussi à enlever. Monsieur Weasley prit les lunettes de Harry, les toucha du bout de sa baguette magique et les lui rendit. Elles étaient redevenues comme neuves. Il faut que j'y aille, dit Hagrid dont Madame Weasley ne voulait pas lâcher la main. L'allée des embrumes. Ah, Hagrid, heureusement que vous l'avez retrouvé, je n'ose imaginer. À bientôt, à Poudlard. Il s'en alla à grands pas, dépassant de la tête et des épaules la foule qui se pressait le long de la rue. Devinez qui j'ai vu chez Barjo et Burke, dit Harry à Ron et à Hermione, tandis qu'ils montaient les marches de Gringotts. Malfoy et son père. Est-ce que Lucius Malfoy a acheté quelque chose? Demanda aussitôt Monsieur Weasley qui les suivait. Non, il est venu vendre. Donc il est inquiet, dit Monsieur Weasley avec satisfaction. Ah, j'aimerais tellement coincer Lucius Malfoy un de ces jours. Fais attention, Arthur, avertit Madame Weasley alors qu'ils entraient dans la banque, salués par les gobelins de garde. Cette famille ne peut t'attirer que des ennuis. Tu risques de t'attaquer à un trop gros morceau. Tu crois que je ne suis pas de taille à lutter contre Lucius Malfoy? S'indigna Monsieur Weasley. Mais son intention fut détournée par les parents d'Hermione. Debout devant le long comptoir qui s'étirait tout au long du grand hall de marbre, un peu nerveux, ils attendaient qu'Hermione fasse les présentations. Mais vous êtes des moldus! S'exclama Monsieur Weasley avec ravissement. Il faut absolument que nous allions boire un verre. Qu'est-ce que vous avez là? Ah, vous changez de l'argent moldu. Molly, regarde ça! Tout excité, il montra à son épouse le billet de 10 livres que Madame Granger avait dans la main. On se retrouve tout à l'heure, dit Ron à Hermione. Un gobelin de Gringotts conduisit Harry et les Weasley vers les sous-sols où était entreposé leur argent. Pour se rendre dans les coffres, il fallait emprunter le petit wagon de petits wagonnets monté sur rails qui sillonnait les couloirs souterrains de la banque. Harry fut enchanté de cette promenade qui rappelait les montagnes russes des fêtes foraines. Mais lorsque le gobelin eut ouvert le coffre des Weasley, il fut encore plus effaré qu'à son arrivée dans l'allée des embrumes. Il ne contenait en effet qu'une toute petite pile de morning d'argent et un seul galion d'or. Madame Weasley regarda dans les coins pour voir s'il ne restait rien d'autre, puis elle ramassa la pile de pièces qu'elle enfouit dans son sac. Harry se sentit encore plus mal à l'aise lorsqu'ils se retrouvèrent devant son propre coffre. Il essaya d'en dissimuler le contenu pendant qu'il se hâtait de remplir une bourse en cuir avec des poignées de pièces. Quand ils furent de retour à l'entrée de la banque, ils se séparèrent à nouveau. Percy marmonna qu'il avait besoin d'une nouvelle plume. Fred et George avaient vu dans la foule leur ami Lee Jordan. Madame Weasley et Ginny devaient aller dans un magasin qui vendait des robes d'occasion. Quant à Monsieur Weasley, il insista pour emmener les Granger boire un verre au chaudron baveur.
On se retrouve chez Fleury et Botte dans 1 heure pour acheter vos livres, dit Madame Weasley en emmenant Ginny. Et vous, ne vous avisez pas de mettre les pieds dans l'allée des embrumes, lança-t-elle au jumeau qui était parti de l'autre côté. Harry, Ron et Hermione suivirent la rue sinueuse couverte de pavés. La bourse pleine d'or, d'argent et de bronze qui tintait joyeusement dans la poche de Harry ne demandait qu'à être dépensée, et il acheta 3 grosses glaces à la fraise et au beurre de cacahuète qu'ils léchèrent joyeusement en même temps que les vitrines des magasins. Ron contempla avec envie un ensemble de robes aux couleurs des canons de Chudley à la devanture du magasin d'accessoires de Quidditch, jusqu'à ce qu'Hermione les entraîne dans la boutique voisine pour acheter de l'encre et des parchemins. Chez Pirouette et Badin, le magasin de farce et attrape pour sorciers. Attends. Hermione les entraîne dans la boutique voisine pour acheter de l'encre et des parchemins. Chez Pirouette et Badin, le magasin de farce et attrape pour sorciers, ils virent Fred et George en compagnie de Lee Jordan faire provision de pétards mouillés du docteur Flibuste, explosion garantie sans chaleur, dans une petite boutique de brocante pleine de baguettes magiques cassées, de balances branlantes et de vieilles capes couvertes de taches de potions. Ils aperçurent également Percy, plongé dans un petit livre profondément ennuyeux, intitulé « Histoire des préfets célèbres », une grande étude consacrée à la carrière des préfets de Poudlard. Le Ron à haute voix au dos du livre. Vraiment passionnant. Fiche le camp, répliqua sèchement Percy. Il est très ambitieux. Percy a déjà tout un plan de carrière dans sa tête. Il veut devenir ministre de la magie, expliqua Ron à voix basse. Ils poursuivirent leur promenade et 1 heure plus tard, ils prirent la direction de la librairie Fleury et Botte. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls à s'y rendre. Lorsqu'ils arrivèrent à proximité, ils virent à leur grande surprise une foule immense qui se pressait à la porte du magasin. La cause de cette affluence s'étalait en grosses lettres sur une banderole accrochée à la façade. Aujourd'hui, de 12h30 à 16h30, Gilderoy Lockhart dédicacera son autobiographie « Moi, le magicien ». Tu le fais trop bien. Merci. Mal, mal. J'adore. Bon, on va pouvoir le rencontrer, s'écria Hermione. C'est lui qui a écrit à peu près tous les livres de la liste. La foule était essentiellement composée de sorcières de l'âge de Madame Weasley. Le sorcier libraire, visiblement épuisé qui se tenait à l'entrée, essayait de modérer l'ardeur des admiratrices. Du calme, mesdames, s'il vous plaît, ne poussez pas. Attention au livre. Harry, Ron et Hermione parvinrent à se glisser à l'intérieur de la librairie. Une longue queue s'étirait sur toute la longueur du magasin, au fond duquel Gilderoy Lockhart signait ses livres. Tous 3 prirent un exemplaire de Flannery avec les spectres de la mort et se faufilèrent le long de la queue jusqu'à l'endroit où attendaient les Weasley en compagnie de Monsieur et Madame Granger. « Ah, vous êtes là, très bien, dit Madame Weasley. Elle avait le souffle court et ne cessait de se tapoter les cheveux pour les maintenir en place. On va bientôt le voir. Lorsque la file avança, ils aperçurent Gilderoy Lockhart, assis à sa table, entouré par de grandes photos de lui qui lançait des clins d'œil à la foule, avec un sourire aux dents étincelantes. Ça va, Mollusque, tu supportes, tu tiens le coup? Oui, oui, ça va, ça va. Je gère. C'est dur, mais je gère. Parce que je sais, voilà, il fait beaucoup d'effets, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Ah. Le vrai Lockhart était vêtu d'une longue robe de sorcier d'un bleu myosotis, parfaitement assortie à la couleur de ses yeux, et son chapeau pointu était posé un peu de travers sur les cheveux ondulés pour donner l'air plus cordial. Un petit homme de mauvaise humeur lui tournait autour en prenant des photos avec un gros appareil qui laissait échapper un nuage de fumée violette chaque fois qu'il déclenchait son flash aveuglant. Dégagez, aboya le photographe à l'adresse de Ron en reculant pour avoir un meilleur angle. C'est pour la gazette du sorcier. Ce n'est pas une raison pour marcher sur les gens, répliqua Ron qui frottait son pied écrasé par le petit homme. Gilderoy Lockhart avait entendu la scène. Il leva les yeux, vit Ron, puis Harry. Pendant un instant, il ouvrit des yeux ronds, puis il bondit de sa chaise en hurlant « Ma parole! Ce n'est quand même pas Harry Potter !» Un chuchotement fébrile s'éleva de la foule qui s'écarta, tandis que Lockhart se précipitait sur Harry, l'attrapa par le bras et l'entraînait vers sa table sous des applaudissements nourris. Harry avait les joues en feu lorsque Lockhart lui serra la main pour l'objectif du photographe, qui mitraillait comme un fou en projetant une épaisse fumée sur les Weasley. « Fais-nous un beau sourire, Harry !» dit Lockhart à travers ses dents étincelantes largement exhibées. « Toi et moi, on va faire la une !» Lorsqu'il lâcha enfin la main de Harry,
Celui-ci ne sentait plus ses doigts. Il essaya de revenir vers les Weasley, mais Lockhart lui passa un bras autour des épaules et le tint fermement à côté de lui. Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix forte en demandant le silence d'un signe de la main. Voici un moment extraordinaire, un moment idéal pour vous annoncer quelque chose que j'avais gardé secret jusqu'à présent. Lorsque le jeune Harry Potter est entré chez Fleury et Botte aujourd'hui, il vous simplement acheté mon autographe, que je vais me faire un plaisir de lui offrir gratuitement. La foule applaudit à nouveau. Mais il se doutait pas le moins du monde que bientôt il aurait beaucoup plus que mon livre. Moi, le magicien, poursuivit Lockhart en donnant à Harry une bourrade affectueuse qui fit glisser ses lunettes au bout de son nez. En effet, lui et ses camarades de classe vont avoir le vrai magicien en chair et en os. Et oui, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et la fierté de vous annoncer qu'à partir de la rentrée de septembre, c'est moi qui assurerai les cours de défense contre les forces du mal à l'école de sorcellerie Poudlard. Merde alors. Sous les exclamations de joie et les applaudissements de la foule, Harry se vit offrir la collection complète des livres de Gilderoy Lockhart. Titubant un peu sous le poids des volumes, il parvint à se glisser vers un coin de la boutique où Ginny attendait à côté de son nouveau chaudron. « Tiens, je te les donne, marmonna Harry en laissant tomber les livres dans le chaudron. J'achèterai moi-même mes propres exemplaires. »« Ça a dû te faire plaisir, Potter, » dit alors une voix que Harry n'eut aucun mal à reconnaître. Il se redressa et se retrouva face à Drago Malfoy, qui le regardait d'un air toujours aussi méprisant. Le célèbre Harry Potter, poursuit Malfoy. Il ne peut même pas entrer dans une telle librairie sans faire la une des journaux. Laisse-le tranquille, ce n'est pas sa faute, répliqua Ginny en lançant à Malfoy un regard assassin. C'était la première fois qu'elle ouvrait la bouche en présence de Harry. Alors, Potter, tu t'es trouvé une petite amie, irosina Malfoy. Ginny devint écarlate, tandis que Ron et Hermione les rejoignirent en se frayant un chemin parmi la foule, les bras chargés de livres de Lockhart. Ah, c'est toi, dit Ron, qui regardait Malfoy comme si s'était agi d'une saleté sous la semelle de sa chaussure. Tu dois être surpris de voir Harry ici, non? Ce qui me surprend le plus, c'est de te voir dans une boutique, Weasley, répliqua Malfoy. J'imagine que tes parents n'auront plus rien à manger pendant un mois après t'avoir acheté tous ces bouquins. Ron devint aussi écarlate que Ginny. À son tour, il laissa tomber ses livres dans le chaudron et s'avança vers Malfoy. Mais Harry et Hermione le retinrent par les pans de sa veste. « Ron !» s'écria Monsieur Weasley, noyé dans la foule, en compagnie de Fred et George. « Qu'est-ce que tu fabriques? Viens, on sort, c'est la folie ici. »« Tiens, Arthur Weasley !» Et Monsieur Malfoy. Il avait rejoint Draco et lui avait posé une main sur l'épaule en arborant le même sourire méprisant. « Lucius !» dit Monsieur Weasley, en le saluant froidement d'un signe de la tête. « Beaucoup de travail au ministère, ce qu'on dit, lança Malfoy. Toutes ces perquisitions, j'espère qu'il vous paye des heures supplémentaires au moins. » Il plongea la main dans le chaudron de Ginny. Parmi les livres neufs sur papier glacé de Gilderoy Lockhart, et en sortit un vieil exemplaire usé du manuel de métamorphose à l'usage des débutants. « Apparemment pas, dit-il. À quoi bon déshonorer la fonction de sorcier si on ne vous paye même pas bien pour ça ?» Monsieur Weasley devint encore plus cramoisi que Ron et Ginny. « Nous n'avons pas la même conception de ce que doit être l'honneur d'un sorcier, Malfoy, dit-il. »« Ça ne fait aucun doute, répliqua Monsieur Malfoy en tournant ses yeux pâles vers Monsieur et Madame Granger qui observaient la scène avec appréhension. Vous fréquentez de drôles de gens, Weasley. Je ne pensais pas que votre famille puisse tomber encore plus bas. » Il eut un bruit métallique lorsque le chaudron de Ginny se renversa. Monsieur Weasley venait de se jeter sur Monsieur Malfoy en projetant contre une étagère remplie de livres. Des dizaines d'épais grimoires leur tombèrent sur la tête dans un grondement de tonnerre. « Vas-y, papa !» s'écrièrent Fred et George. Madame Weasley se mit à hurler. « Non, Arthur, non !» s'écria-t-elle. La foule recula en désordre, renversant d'autres étagères au passage. « Messieurs, s'il vous plaît, s'exclama un vendeur. « Allons, messieurs, ça suffit !» dit alors une voix plus puissante que les autres. Hagrid s'avança vers eux dans l'océan de livres étalés par terre. Un instant plus tard, il avait séparé M. Weasley et M. Malfoy. M. Weasley avait la lèvre fendue, et M. Malfoy avait reçu dans l'œil une encyclopédie des champignons vénéneux. Il tenait toujours à la main le vieux livre de Ginny sur la métamorphose. Les yeux flamboyants de hargne, il lui jeta le volume. « Tiens, jeune fille, prends ton livre, dit-il à Ginny. Ton père ne pourra jamais rien t'offrir de mieux. » Il repoussa Hagrid, qui le maintenait à distance, fit signe à Drago de le suivre, et s'empressa de sortir du magasin. « N'auriez pas dû faire attention à lui, Arthur, dit Hagrid, qui souleva presque M. Weasley du sol en voulant lui défroisser sa robe. Toute cette famille est pourrie jusqu'à la moelle, chacun sait ça. Faut jamais écouter ce que dit un Malfoy. Sale engeance.
Allez, venez, sortons d'ici. Le vendeur, le vendeur fit mine de vouloir les empêcher de sortir, mais lorsqu'il s'aperçut qu'il arrivait à peine à la taille de Hagrid, il se ravisa. Ils se dépêchèrent de regagner la rue. Les Grangers tremblaient de peur, Madame Weasley folle de rage. Un bel exemple à donner aux enfants, se battre en public, je me demande ce qu'a dû penser Gilles de Roy-Lockhart. Il était très content, Pas des dit couilles. Fred. Tu n'as pas entendu quand on est parti? Il demandait au type de la Gazette du Sorcier s'il pourrait parler de la bagarre dans son reportage. Il a dit que ça ferait une très bonne publicité. Mais l'humeur n'était guère à l'allégresse. Sur le chemin du chaudron baveur, d'où Harry et les Weasley et tout leur achat devaient rentrer au terrier par la poudre de cheminette. Dans le pub, les Grangers prirent congé et regagnèrent la rue côté Moldu. Monsieur Weasley avait commencé à leur demander comment fonctionnaient les arrêts de bus, mais en voyant le regard noir de son épouse, il estima préférable de ne pas insister. Harry enleva ses lunettes qu'il mit à l'abri dans sa poche. Avant de prendre la poudre de cheminette, ce n'était vraiment pas son moyen de transport préféré. Fin du chapitre 4. Yeah. Yeah. Hop. Ah. Bon bah voilà, on a bien bossé. Eh, dans le film, on n'a pas le droit à Monsieur la Weasley et bagarre. Monsieur Malfoy qui se battent. Hein. Mais je trouve qu'il y a énormément de trucs. Bah, en même temps, ils peuvent pas tout mettre dans le film non plus. C'est Mais je trouve compliqué. qu'il y a énormément de trucs dans le livre qui sont sympas. Ouais. Il y a beaucoup de détails que tu peux pas forcément retranscrire parfaitement. Ouais. Ouais, ouais. Encore une fois, en fait, le... À quel point les Dursley sont dégueulasses. Mais le... C'est très récurrent, de toute façon, c'est une réalité. Aujourd'hui, beaucoup de gens aimeraient, quand il y a une adaptation d'un livre en film, que tout soit transcrit, voilà, tous les détails, mais malheureusement, c'est quasiment jamais possible parce que, prenons les Harry Potter, rien que les tomes 1 et 2, le tome 1, pour l'adapter parfaitement, il faudrait un film de plus de 2 heures, le tome 2, pareil, et à partir du tome 4-5, il faudrait carrément 2 films par livre. Bah, Et- à vrai dire, aujourd'hui, sachant qu'il y a quasiment pas un putain de film qui fait moins de 3 heures, ce serait possible pour les 2 premiers tomes au moins. Moi, je m'en plains pas. Mais le deuxième souci, c'est que il faudrait techniquement saturer pour tout caser, mais ça n'en ferait pas un bon film, pas forcément. La plupart du temps, les films seraient trop longs, ça prendrait pas. Le support n'est pas le même, et comment dire, dans un livre, tu peux t'attarder sur des choses que dans un film, bah, au niveau du rythme du film, ça va juste devenir chiant. Ouais. Bon, ce débat étant fini, est-ce qu'on passe à la suite? Comment ça, la suite? Ou est-ce que vous voulez continuer, ou vous voulez vous arrêter là? Ah, oh non, moi j'arrête là, il y a ma mère qu'il faut que... que. Ouais, ma mère, elle m'a demandé de l'appeler. Donc, Eh ben, Ah, ok. ça marche. Je vais donc remercier tous les gens présents sur le live. Je vais également remercier tous les gens qui ont pu regarder cette rediffusion. Je vous rappelle que je live normalement tous les jeudis soirs pour faire de la lecture. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et prenez soin de vous. Au yes, revoir. des bisous.